On va pas se mentir, on vit dans un monde qui parle fort mais qui écoute mal. Ici, on fait l'inverse, on prend le temps et aujourd'hui, on écoute, vraiment. Assalamu alaikum Mehdi, j'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. J'espère que toi aussi. Ça va bien, barakallahu fik. En tout cas, moi, ça fait plaisir de te recevoir pour cet épisode, Inch'Allah. La même chose. Alors, Mehdi. Alors, on va pas commencer par ce que tu fais directement, mais on va commencer par qui tu es. D'accord. Ok. Donc, tu veux que je me présente Ah, j'aimerais bien, ouais. Si tu Ok, peux te ok. présenter en dehors de ce que tu fais. Alors, en dehors de ce que je fais, moi, je me présente justement pas beaucoup. Tu vois, moi, je compartimente assez ce que je fais dans la vie et ce que je fais après Mhm. sur le net. Mais pour donner quelques infos que j'ai déjà données, c'est que moi, à la base, mon cursus, si tu veux, il s'est plutôt orienté vers l'étude théologique. Moi, j'ai fait une faculté de théologie chrétienne. Donc, j'ai étudié la Bible à un niveau universitaire parce que ça me plaisait, parce que je faisais des Mhm. débats interreligieux, etc. Et en même temps, je produisais déjà quelques vidéos à l'époque. Voilà, je balançais quelques petites citations, je faisais quelques vidéos critiques de personnalités, etc. Mon ancien compte, d'ailleurs, c'était Oasis de citation. Les gens m'ont connu comme ça à l'époque. Mhm. Et par la suite, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un média, un petit média YouTube modeste, où je prendrai la parole, où je donnerai la parole à des frères et des sœurs pour commenter l'actualité, voire même aller sur le terrain, parce qu'on a produit aussi quelques vidéos, on allait sur le terrain avec le frère Mahdi, le pigiste voyageur, je passe un grand salam, qui lui allait sur le terrain, allait faire des interviews avec les gens, etc. Et c'était super intéressant. Ok. Donc voilà, grosso modo, parcours pas très très ouf, mais, mais c'est le mien en Oh, tout cas. je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Il y a quand même des choses à dire. Alors, c'est vrai que, bon, tu nous as donné des petites indications, tu nous as parlé un petit peu de tes études. Moi, on va y revenir par rapport à tes études parce que c'est vrai que c'est un parcours quand même, en fait, atypique. Mais d'où tu viens, en fait, moi, j'aimerais bien savoir. C'est pour ça que je voulais vraiment euh, qu'on connaisse un petit peu plus Mehdi en profondeur. Donc, si tu peux nous dire d'où tu viens et dans quel contexte tu as grandi. Ah ouais, d'accord, là c'est vraiment la biographie pour le coup. D'où je viens, d'où je viens, d'où je viens. Moi, je suis issu d'une famille algérienne. Euh, Mon grand-père, Allah yarhamou, il est venu travailler en France à la fin de la guerre, en 1945. Donc nous, on fait partie de ces vieilles familles maghrébines qui ne sont pas venues, tu sais, avec les vagues migratoires de travail, hein, l'immigration de travail des années 60, avec les accords de 67-68. Nous, on était là un petit peu avant. Mon grand-père, il a fait plein de boulot ici. Il s'est installé avec son frère dans Paris et ses alentours. Il gère un café d'ailleurs avec son frère. Il a installé sa famille ici. Et donc voilà, nous on est moi, ma famille en tout cas, on se considère comme des locaux en fait. On a perdu un petit peu ce lien c'est pas qu'on l'a perdu, c'est que on l'entretient beaucoup moins que certains qui eux sont venus il y a assez peu de temps, relativement peu de temps. Ouais. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Dreux, la ville de Dreux, une ville très très intéressante d'ailleurs, parce que tu sais, moi je suis passionné d'histoire, moi j'adore l'histoire. Mais la ville de Dreux, elle est intéressante parce que récemment, dans l'histoire politique française, c'est la ville qui a lancé, d'une certaine manière, le Front National. À l'époque, il y avait un maire qui s'appelait Stirbois, qui est l'archétype du raciste beauf dégueulasse, qui avait permis à l'époque de faire. Voilà, Dreux, c'était la première victoire électorale du FN en France. Et c'est un peu une révolution à l'époque, hein, ça a fait du bruit, etc. Il y avait une vague de racisme. À l'époque, c'était tellement dangereux cette ville que tu avais même des racistes qui passaient dans les quartiers, qui tiraient littéralement sur les immeubles. Donc c'était ça le climat dans lequel moi j'ai grandi. Ok, ok. Ouais, et puis voilà, moi je suis un natif de Dreux, j'ai grandi à Dreux, j'ai fait mes études un peu partout d'ailleurs, mais en particulier à Paris pour mes études supérieures. Et puis, je me suis ouais, instinctivement dirigé vers Internet, qui est un outil qui est l'outil de notre génération, tu vois. Que je consommais beaucoup de vidéos sur Internet, j'essayais d'en apprendre un peu plus sur ma religion, sur ma communauté, sur mon histoire, sur l'histoire du pays. Et j'avais eu l'idée de créer un compte YouTube
pour pouvoir exprimer certaines choses, tu vois. Et de Ok. fil en aiguille, c'est devenu le média Omavox. D'accord. Ok. Et alors, pour rester un petit peu sur ton parcours, parce qu'on va parler du Madvox un petit peu après, plus en détail, et même de la manière dont tu as commencé, comment cette idée est venue, etc. Mais tu dis avoir été donc dans une école chrétienne. Pourquoi ce choix? Euh, et qu'est-ce que tu as appris? Alors moi, j'ai été dans 2 écoles chrétiennes, en fait. J'ai fait un lycée privé catholique et j'ai Ok. fait une faculté, aussi privée d'ailleurs catholique. Ok. Les 2 choix n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, hein. Le premier, c'était ma mère qui, juste par facilité, a voulu que j'aille dans un lycée comme ça. Ok. Et la deuxième, là, c'était vraiment un choix de parcours. Pourquoi? Parce que je voulais, c'était une période de ma vie où je m'intéressais beaucoup à la théologie, surtout à la théologie en fait comparée, tu sais, les Hmm. études comparées en religion. Et je partais du principe que pour parler d'un sujet, et j'en parlais beaucoup à l'époque, hein, ça fait un peu plus de 10 ans, mais à une période, j'en parlais énormément, je produisais des vidéos là-dessus. Et je me suis dit, quelle est la meilleure façon d'apprendre le christianisme en dehors de la théorie que je peux piocher sur Internet ou quelques bouquins, etc. Bah, c'est d'aller sur le terrain, en fait. C'est d'aller dans l'une des plus grandes universités théologiques d'Europe. Et ça a duré 2 ans, et franchement, j'ai kiffé, la vérité, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que c'était un autre monde. Mhm. Là, tu sortais tu sais, la plupart des gens qui font de l'interreligieux, il y en a assez peu qui vraiment vont au contact d'une autre communauté, vont voir comment ils enseignent, ils vont discuter, etc. Et moi, j'étais curieux de voir comment ça se passait, tu sais, Ok. l'enseignement du christianisme. Donc, ouais, je me suis inscrit dans cette fac, j'y suis allé. Ça a duré 2 piges. J'ai eu de super contacts avec les gens là-bas. Franchement, la communauté chrétienne, et je parle de la communauté chrétienne pratiquante, Ouais. vraiment, je sépare du reste des pseudo-chrétiens qui se réclament Hmm. du christianisme, souvent d'ailleurs par opposition à l'islam, tu sais, ils sont Hmm. chrétiens pour s'opposer aux musulmans ou à ce qu'ils appellent l'islamisation, etc. Oui. Là, j'ai vraiment rencontré des vrais chrétiens au sens de l'Institut catholique de Paris, c'est l'université de théologie qui forme des diacres, des prêtres, donc des gens qui vont après officier dans des Hmm. églises, etc. Donc moi, les collègues de ma promo, si tu veux, Mhm. c'était des gens qui venaient en soutane. Tu vois, c'était des gens Ok. Oui, oui. qui vraiment étudiaient la Bible. Eux, ils préparaient un baccalauréat, dans leur discipline. Mais moi, j'avais juste la version un petit peu résumée, si tu veux, sur un cursus de 2 ans. Et beaucoup de discussions, des débats. J'ai assisté à des conférences super intéressantes. Souvent, d'ailleurs, on me demandait mon point de vue en tant que musulman. Ça, c'est intéressant, parce que j'étais Ouais. le seul. Au départ, Et tu étais au vraiment début, le on me seul dit, musulman? ouais, 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 j'étais le seul musulman. Il y en avait, alors, il y avait, je crois que j'avais croisé un musulman, et encore, c'est pas trop un Ouais. musulman. Ça, c'est le petit fun fact. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, il y a un mec qui allait sur BFM TV, qui a pris son passeport et sa carte d'identité, qui les a embrassés en direct. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, ça me dit rien là comme ça. Non. En fait, c'était une époque où ça parlait un peu d'attentats, etc. Et Ouais. tu avais un mec qui était invité sur un plateau, qui s'était fait inviter sur un plateau télé, et qui avait embrassé son passeport, qui avait embrassé sa carte d'identité en disant qu'il était autant musulman que français. Et le truc un peu ridicule d'avoir embrassé son Mhm. passeport, ça avait gêné en fait un peu tout le monde, parce qu'on s'est dit, ouais, moi, j'ai jamais vu un juif en France embrasser son passeport Ouais. pour T'en fais trop, prouver là. qu'il était français. Calme-toi. Ouais. Euh, Exactement. Et, et donc voilà, ce mec-là, en fait, il partageait un cours avec moi, et c'était enfin, c'était le lendemain D'accord. même. Il avait fait l'émission sur BFM TV, je l'ai vu, je l'ai croisé. On s'est lancé un petit regard, genre, qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi? Tu Qu'est-ce vois. qui s'est passé? Donc, Ouais. donc lui, c'était le seul. Et encore, lui, honnêtement, je doute qu'il soit musulman, parce que le seul cours qu'on partageait, lui et moi, c'était un cours sur le judaïsme et l'Israël ancien, tu vois. Donc Ok. toutes les coutumes, la religion Ok. juive, etc. Donc ouais, il n'était pas là pour... bon, il était plus là pour faire coucou à une certaine communauté, un peu comme Chalroumi. Ouais. J'ai besoin de travail, si vous voulez m'embaucher, je Je suis là. suis là. Donc, Je suis là. Vous pouvez m'embaucher. exactement. Donc, à part lui, honnêtement, non, j'étais le seul musulman à étudier le christianisme là-bas. Ok. Et comment elles étaient articulées tes journées réellement? Parce que nous, on ne sait pas réellement comment ça fonctionne, comment ça, ouais, comment ça fonctionne.
tout simplement. Si tu peux nous en dire un petit peu plus, comment c'est rythmé, quoi. Ouais, bah, en fait, franchement, c'est assez classique. En fait, c'est une fac, tu vois. Tu passes une inscription, tu t'y inscris un peu comme les autres. On te donne un espèce de planning, tu sais, avec les cours magistraux, etc. Et puis voilà, quoi. Tu vas en cours. À la fin du semestre, tu passes des oraux, tu passes des petits examens dans certaines disciplines. Et voilà. Franchement, il n'y a rien de ouf. Il n'y a rien de ouf. C'est vraiment comme à la fac. Ouais. Ok. Mais là, j'ai une question qui me vient, Mehdi. Est-ce que donc, parmi ton cursus scolaire, est-ce que ça t'a permis finalement d'en apprendre plus aussi sur ton din? Ouais. Ouais, bah, excellente question. Ouais. Ah ouais, ouais, non, mais excellente question, bien sûr. Moi, déjà, j'ai été frappé par un truc. C'est que je me suis dit que, tu sais, le musulman le plus ignorant de notre communauté en France, c'est un savant comparé au chrétien même qui va dans une fac de théologie et qui étudie. C'est-à-dire que les chrétiens qu'il y avait avec moi, quand ils étaient un peu jeunes, ils étaient très rares les jeunes, hein, mais quand ils étaient un peu jeunes, c'était souvent des gens qui venaient, tu sais, du Cameroun, du Congo, tu sais, parce qu'avec l'effondrement du christianisme, du catholicisme en France et en Europe, il y a une pénurie, tu sais, de prêtres et tout enfin, l'Église cherche en fait des gens pour gérer les cultes, tu vois. Donc ils sont obligés de les piocher en Afrique, là où il y a encore un peu de ferveur chrétienne, alors qu'en Europe ils galèrent, tu vois. C'est le constat qu'avaient fait aussi, tu sais, les gens quand ils regardaient les discours du pape ou tu sais, le moment où les cardinaux se rassemblent pour élire le nouveau pape et tout, ils se disaient mais il y a de plus en plus de noirs cardinaux, etc., qu'on voyait peu avant. Et ce qui explique que oui, parce qu'en fait, les Blancs se désintéressent totalement du catholicisme, donc ils vont aller piocher des responsables religieux en Amérique latine, en Afrique, etc. Ok. Donc souvent, les jeunes, c'était des gens d'Afrique subsaharienne. Et les plus âgés, qui formaient la majorité, c'était des retraités, en fait. C'était des gens qui étaient juristes, qui étaient avocats, qui étaient journalistes, machin, qui voulaient étudier un peu le christianisme à la fac. Et donc, ils profitaient de leur retraite pour aller étudier. Donc, moi, j'ai vu le niveau chez eux, avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, vraiment des gens adorables, mais le niveau qu'ils avaient était catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ignoraient tout de leur Ouais, religion. vraiment une Absolument. méconnaissance extrême de leur religion, quoi. Ah ouais, même les bases, en fait. Même les bases. Moi, je me rappellerai toujours c'était en TD de Nouveau Testament, en fait. On étudiait un des évangiles. Et non, pardon, on étudiait les actes des apôtres. Et à un moment donné, on va étudier un passage des actes des apôtres qui est la péricope d'Ananias et Saphira. Une péricope, c'est un sous-chapitre dans un chapitre biblique. Ok. Et c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Et en gros, l'histoire, c'est un couple qui va vendre un champ et qui va mentir un petit peu sur le prix du champ qu'ils ont vendu. Et ils vont être tués, exécutés de manière surnaturelle, c'est divine, devant les apôtres. Ça, c'est un passage biblique que les chrétiens détestent lire. Vraiment, d'ailleurs, ils le lisent même pas la plupart. Je me rappelle que quand ils l'ont lu, quand on a dû l'étudier en cours, il y avait des chrétiens qui étaient déjà mal à l'aise en lisant ça. Et il y a une femme chrétienne qui avait dit oui, mais ça, on devrait le retirer de la Bible. Ça fait très Ancien Testament. Ça fait très... Tu sais, ça ne viendrait pas à l'esprit d'un musulman Ouais. te dire tiens, il y a une sourate qui me dérange ou un verset qui On me dérange. l'enlève, Je on vais l'enlève retirer. parce que, ouais. Oui, jamais ça. Et vraiment, les connaissances de base sur les rites, même sur l'authenticité de la Bible, par exemple. Il y a un moment donné, j'ai même corrigé un prof, ce qui était très gênant, corrigé un prof sur des manuscrits, en fait, les fameux manuscrits de Qumran. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, du tout. Les J'ai manuscrits pas de de Qumran. connaissance à ce niveau-là. Je te saoule un petit peu avec ça, mais c'est des Non, manuscrits, du tout. les manuscrits les plus anciens de l'Ancien Testament, tu vois, Ok. qui ont été retrouvés justement à Qumran et qui datent de 150, à peu près 150 avant Jésus-Christ, tu vois, que la paix soit sur lui. Ok. Et il y a enfin, l'un des profs est en train de dire que oui, il y a quand même des références bibliques authentiques qui nous prouvent que la Bible, elle est vraie, etc., notamment les manuscrits de Qumran. J'ai pris la parole, je lui ai dit non, d'après même les cours qu'on a eus ici, non, les manuscrits de Qumran, au contraire, ils ont prouvé plein de choses, qu'il y a beaucoup de textes qui ont changé, des variantes qui sont arrivées, des traductions avec le Targum qui ont été modifiées. Bref, c'était une catastrophe. Et le fait de corriger même un prof, et souvent d'ailleurs les profs, c'était des docteurs en théologie, tu vois. Donc c'est des gens qui ont un sacré Ouais, bagage. donc assez, ouais.
ouais, qu'un musulman corrige des chrétiens à domicile, c'était gênant de fou. Donc voilà, c'était voilà. Au-delà du très bon comportement, du dialogue, etc., beaucoup de respect. La connaissance, la méconnaissance de la Bible des chrétiens, elle est folle. Ouais, donc c'est ça qui te permettait aussi quand même de faire un parallèle entre la connaissance que nous pouvons avoir, comme tu disais, hein, en tant que musulmans. Nous, ça nous viendrait jamais à l'idée. Bon, il y a toujours des personnes sur Internet qui ont appris une phrase en arabe et bon, qui prennent une fatwa de 30 secondes et qui pensent avoir tout compris, faire des mises en garde ensuite par la suite. Mais Mhm. bon, en règle générale, non. Non, le musulman lambda, il reste à sa place. Et d'autant plus tu apprends et plus tu te rends compte de ton ignorance. Donc finalement, Exact. après, tu apprends à te taire. Exactement. Et tu sais, il y a aussi un point que je voulais souligner, c'était tu sais, le fait d'être vraiment attaché à sa religion. Ça paraît bête, mais la plupart des chrétiens que je rencontrais, eux, ils se disaient chrétiens comme un espèce de titre, comme ça, ils balançaient ça comme si c'était pas si important que ça. Alors que le musulman, quand il dit qu'il est musulman, tu vois une espèce de fierté, tu vois, une izza qu'ils ont Mm. de je suis musulman, je veux m'attacher à ma religion, même si je suis un cassos, même si je suis un déviant, même il y a quand Ouais. même ce truc de rester accroché. Oui, c'est vrai. Les chrétiens, même dans une faculté de théologie, bon, ils acceptaient les caricatures de leur religion, ils acceptaient les blasphèmes, ils acceptaient et c'était gênant, tu vois, de voir des gens se revendiquer d'une religion et de la défendre aussi mal et d'en être aussi peu fier, tu vois. C'était Parce donc que, ouais, moi quand je suis allé à la fac, ouais, vas-y. bah, en fait, c'est ça. Est-ce que spirituellement, nous sommes au même niveau dans le sens où nous, musulmans, quand même, il y a une dimension spirituelle. Moi, Mehdi, ça m'est déjà arrivé de demander à quelqu'un si cette personne était chrétienne. Elle m'a dit oui. Je lui ai juste demandé si elle croyait en Dieu. Elle m'a dit que non. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Et en vrai, qui nous dépasse. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah ouais, moi j'ai rencontré des chrétiens qui disaient qu'ils rejetaient la Bible, des chrétiens qui disaient que la religion, ça n'existe pas, c'est une invention de l'homme et ça n'a aucun sens. Oui. Des chrétiens qui se référaient à une église à eux, tu sais, église, au départ ça veut dire communauté, ecclésia ça veut dire communauté de croyants, un peu comme Oumma chez nous si tu veux. Oui. Donc ils se réclamaient d'une communauté religieuse qu'ils étaient incapables de définir. Mes connaissances basiques de leur Bible, quand tu leur demandes un verset, machin, tu trouveras toujours des musulmans. J'avais vu une vidéo une fois, je crois que c'était sur TikTok d'ailleurs, une personne qui posait des questions aux gens dans la rue, vous êtes musulman, vous êtes chrétien. Quand on demandait aux chrétiens de réciter un verset de la Bible, ils en étaient incapables. Et quand on demandait aux musulmans d'en faire de même, ils citaient des sourates entières, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que tu vois et ça a un impact en fait. Tu te dis vraiment qu'il y a un amour de l'islam. Et je crois qu'on va embrayer d'ailleurs sur l'islamophobie à ce niveau-là. Mais il y a un amour, un attachement de l'islam qui est tellement fort que, en fait, à côté, les chrétiens, tu as l'impression que ce sont des athées. En fait, le chrétien aujourd'hui, il vit, il pense, il consomme exactement comme un athée, à un point où je suis incapable, moi, de différencier un chrétien d'un athée dans la rue, dans la vie de tous les jours. Même lorsque tu as un échange avec lui. Bah, c'est vrai. Donc, je reviens sur ce que je disais un petit peu, tu vois. Enfin, je veux dire, je pense que ça va dans ce sens. Tu as l'impression, en tout cas, moi, je me permets de dire ça parce que quand j'étais dans des pays anglo-saxons, je prends le cas de l'Australie, bah, tu parles avec des gens, niveau edeb, je l'ai ressenti et même dans certaines conversations, qu'il y a ce spirituel que tu ne retrouves plus en France. Je l'ai déjà dit dans un live, moi, en 37 ans, sincèrement, je n'ai jamais rencontré de chrétiens pratiquants en France. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Et tu l'as dit, on a du mal à différencier qu'un musulman, il est facilement en fait différenciable. Pourquoi? Mais parce que le musulman, c'est une. Alors déjà, nous on pratique notre religion, du moins plus que les autres, et notre religion en plus, elle est visible. Donc c'est ce qui Ex- aussi change par rapport aux chrétiens. Exactement. Et comme tu l'as très bien dit, moi, j'ai jamais rencontré de chrétien qui m'a dit excuse-moi, je vais m'arrêter, je vais prier 2 secondes. Tiens, ça, je peux pas le manger, c'est dans ma religion, je peux pas le manger. Il y avait, en fait, en ce qui concerne l'orthopraxie, la pratique du culte, elle est tellement inexistante, et ils l'admettent eux-mêmes d'ailleurs. Hein, c'est d'ailleurs d'eux qu'on a inventé l'expression être chrétien non pratiquant. Tu vois, être chrétien pendant plus de 1000 ans, c'était la pratique, ça allait de soi, tu vois, avec les saints sacrements, etc., ça allait de soi. D'autant Un plus en France. musulman, non. Oui, oui.
un musulman non pratiquant, pour nous, ça a toujours été une anomalie, tu vois, c'est toujours chelou. Soit tu es musulman, soit tu es non pratiquant, mais au bout d'un moment, il faut concilier les deux, il faut trouver une cohérence. Les chrétiens, eux, ils ont tellement été déchristianisés depuis 2 siècles qu'ils ont accepté au final de reléguer, tu sais, le christianisme à un truc, tu sais, culturel presque, un truc, une décoration, ça fait partie de Juste l'histoire un de France. héritage, mais un héritage lointain. Enfin, tu l'entends dans des débats. En fait, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est un lien. Si on parle d'islamophobie, par opposition, on va te dire oui, mais ici, c'est une terre chrétienne. Bah, d'accord. Mais finalement, la pratique chrétienne, nous ne la voyons pas et on la ressent nulle part. Ni physiquement, comme c'est pas palpable, ni même spirituellement. Exactement. C'est ça qui est fou. Et même les chiffres le disent, tu vois, en France, il y a 45 000 églises. Sur les 45 000 églises, tu en as 5 000 qui sont complètement abandonnées, c'est-à-dire qui ne sont plus gérées du tout, ce qui est colossal, hein, 5 000 lieux de culte chrétiens où il n'y a plus personne. La moitié qui reste, ce sont des églises qui sont à moitié utilisées par des chrétiens et en même temps par des centres aérés, par exemple, ou par des gens. Il y a des églises qui sont parfois louées pour faire organiser des fêtes, des mariages, voire même des fêtes. Il y a eu quelques exemples il y a quelques temps de fêtes de rock où les gens arrivent drogués, machin, blasphème. C'est du n'importe quoi. Et le peu qui reste, c'est effectivement des églises qui sont un peu entretenues parce qu'il y a encore un peu de fidèles qui y vont. C'est colossal. La France, c'est entre 50 et 60% de gens athées ou sans religion. Alors qu'on prétend, certains identitaires prétendent que la France est chrétienne, la République est laïque, mais la France est chrétienne. Bon, ni les chiffres, ni vos lieux de culte ne le montrent, quoi. Donc, il y a une déchristianisation évidente. Et c'est pour ça que je t'ai dit que j'allais embrayer sur aussi l'islamophobie. Il y a beaucoup de chrétiens qui te disent « Oui, mais regardez, le gouvernement, il fait des lois contre vous parce que vous êtes des mauvais citoyens musulmans, vous ne voulez pas vous intégrer. » Mais la réalité, c'est que pour toutes les personnes qui ont étudié l'histoire du christianisme depuis 2 siècles, depuis la Révolution française, ça a été des massacres de chrétiens, ça a été l'imposition tu vois, de nouvelles réformes pour les chrétiens, ça a été le fait d'avoir sorti le christianisme de la loi, de la Constitution, avoir imposé la loi de 1905 qui venait justement casser le concordat de Napoléon, tu sais, en 1801. C'est ce que je veux dire, voilà, le concordat, etc., la révolution, enfin, il s'est passé énormément d'événements qui ont fait que, et qui aujourd'hui, pourtant, Mehdi, si je me trompe pas, que dit-on, qu'est-ce qu'on disait de la France, en fait, à l'ancienne, à l'époque du Moyen-Âge? On disait que c'était quoi? La petite fille de non, ça c'est l'Église. Jean-Paul II. En fait, c'est Jean-Paul II, c'est beaucoup plus récent. En fait, Jean-Paul II, il avait dit que la France est la fille aînée de l'Église. Ah, d'accord, ça date de Jean-Paul II. Je pensais que c'était en fait. D'accord, ok. Ouais, c'est une citation de Jean-Paul II. Et oui, en fait, il parlait aussi de l'histoire de France, sa globalité. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que, en fait, la France au Moyen-Âge, c'était vraiment un centre d'apprentissage du catholicisme, en fait. Oui. C'était ça, je crois que tu l'avais déjà dit dans un live, ouais, effectivement. Ouais, la noblesse anglaise, etc., les Espagnols, les Allemands, ils envoyaient leurs enfants étudier en France parce que c'était grave la classe, le niveau des universités qui étaient gérées par le clergé d'ailleurs, jusqu'au 19e siècle. Les facultés étaient gérées par le clergé, enseignées. C'est vrai, ils avaient un certain niveau, tu vois, en termes d'éducation chrétienne. Et c'est pour ça que Jean-Paul II dit que la France était le symbole, en fait, de l'Église, c'était la fille aînée de l'Église, quoi. Et aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Ça s'est totalement retourné. Ouais, subhanallah. Et je voulais juste terminer là-dessus en plus. Dis-moi. Oui, je voulais juste, en parlant d'islamophobie, la raison pour laquelle aujourd'hui on nous tape dessus en tant que musulmans, c'est que nous, on résiste là où les chrétiens ont cédé assez vite, en fait. C'est juste ça. Si aujourd'hui un chrétien te dit « Oui, moi je suis chrétien, mais je suis parfaitement intégré en France », non, on t'a déchristianisé, on a fait en sorte que tu lâches l'Église, que tu parles de Jésus, mais que tu l'abandonnes. Tu sais, il y a une phrase biblique qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi ». Et pour moi, cette phrase-là, elle résume assez bien ce que sont les chrétiens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont que l'amour, Jésus et Dieu à la bouche, mais dans les faits, quand il faut appliquer ce qu'a fait Jésus, le courage de Jésus, etc., là, il n'y a plus personne, malheureusement. Donc, les derniers à tenir ce rôle de résistant face à une république laïciste qui méprise l'idée même de religion, de Dieu, c'est les musulmans, en fait. Et comme nous, on résiste,
les chrétiens nous regardent en disant ouais, non, nous, on veut que vous soyez à notre niveau, taisez-vous, Faites comme nous. devenez des serpillères. Ouais, Ouais. c'est devenez des serpillères comme nous, on l'est devenus. Et les musulmans, nous, on dit que non, 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 on ne cédera pas. Effectivement. Et c'est pas prêt de changer. Mm. Bien au contraire. Et moi, je voulais reprendre un petit peu sur ce que tu disais, Mehdi. Tu parlais de débats interreligieux. Donc, du coup, moi, je vais enchaîner sur ça. À quel moment tu as commencé en fait des débats interreligieux? Est-ce que tu avais un objectif? Parce que si tu peux rappeler en fait sur quelle plateforme tu as commencé, dans quel contexte? Alors moi, j'ai commencé mes premiers débats interreligieux, je me rappelle, c'était au lycée. Hein. C'était au lycée où Donc, pendant je te tes dis, moi, études? moi quand je te dis que j'étais dans un lycée privé catholique, et comme on était quelques musulmans, mais genre 2-3 dans tout le lycée, dès qu'il y avait des gens qui étaient un peu chrétiens et tout, on s'amusait parfois à discuter un peu de religion. Donc moi, je me rappelle, mon plus vieux souvenir, ouais, c'était carrément au lycée, où je discutais comme ça, même avec une prof d'ailleurs, sur la religion, sur la croyance, etc. C'était intéressant, mais le moment où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'interreligieux, c'était ouais, le début des années 2000, ouais, 2010, un truc comme ça, ouais, 2010, où je regardais beaucoup, comme à l'époque, tu sais, des débats d'Ahmadidat, rahimahullah, de Cheikh Abdul Majid Kassobia aussi, qu'Allah le préserve. Il y avait beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube qui débarquaient sur l'interreligieux. Et il y avait un engouement, quoi. Et donc, j'aimais bien discuter de ça sur Internet. Alors, au départ, moi, je discutais de ça sur Skype. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Skypecast. Je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu avais connu Alors, ça. j'ai connu Skype, mais pas Skypecast, non. Skypecast était un peu l'équivalent tu vois, de Discord, en fait. Ok. Ça s'est terminé en 2008, mais c'était trop bien. C'est dommage que ce truc, il s'était arrêté. Donc, je débattais un peu sur cette plateforme à l'époque. C'était un peu l'équivalent de Discord. Ensuite, je suis allé sur Paltalk. Je ne sais pas si Paltalk non plus tu connais. Non, Si, genre de nom. Jamais utilisé, mais je connais de nom. Paltalk, c'était un peu là, c'est vraiment là où j'avais rencontré des frères et des sœurs, où on s'organisait pour faire des débats avec des chrétiens, etc. Entre-temps, c'est là où j'avais créé ma première chaîne YouTube. Et en discutant justement, en proposant des débats aux chrétiens sur cette plateforme, de fil en aiguille, j'en ai créé du contenu. J'avais créé une première série de vidéos qui s'appelait Errori Biblici, où littéralement je démontrais que la Bible n'était pas divine, était malheureusement qu'elle contenait des versets, des passages pornographiques, hein, très clairement, ou qu'il y avait des problèmes de paléographie, c'est-à-dire des problèmes liés aux manuscrits qu'on a retrouvés, qui contredisaient certains canons, etc. Et puis au bout d'un moment, je suis passé de l'interreligieux au fait de créer un média comme Oumavox pour parler plus de l'actu que de l'interreligieux, même si sur Oumavox, j'ai fait des dizaines et des dizaines de lives où j'ai parlé de la Bible, ou même d'ailleurs j'ai invité des chrétiens et des juifs à venir débattre avec nous. Voilà. Ok, d'accord, ok. Donc, tu as créé ta chaîne YouTube en même temps que Paltalk. Ouais, c'est D'accord, ça. ok. Pendant que j'étais en train de débattre sur Paltalk, d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, là, sur Oumavox, Ouais. si tu regardes les vidéos des plus anciennes aux plus récentes, tu vas voir que les plus anciennes, elles ont 10 ans. Et ben, c'est des lives sur la plateforme Paltalk, donc à l'ancienne, hein, qui ont 10 ans. Et c'est là où je débattais avec les gens, je débattais avec des chrétiens, on parlait de la Bible, etc. Ah, Donc les subhanallah, vidéos, elles existent encore. ça fait longtemps quand même. Moi, je t'ai connu, je sais pas, moi, je t'ai connu il y a Bélec, je sais pas, je dirais comme 2 ans, 2, 3 ans, je sais plus. Quelque chose comme Ouais. ça. Mais subhanallah, Mhm. donc il y a plus de 10 ans, tu avais commencé à créer tes premières vidéos. Ok, donc tout est parti, donc du coup, nous sommes bien d'accord, tout est parti en fait de cette envie de faire de l'interreligieux, dans la bienveillance, je suppose. Et qu'est-ce que tu retirais de ces échanges-là, concrètement? Alors, la vérité des échanges, rien du tout. Sincèrement, rien du tout. Parce que comme je te l'ai dit, hein, je vais être très honnête, la plupart des chrétiens avec qui on débattait, on les théologiquement, hein, c'était un massacre. C'était juste un massacre. C'est-à-dire que les chrétiens avec qui on débattait, surtout les plus virulents d'ailleurs, ceux qui veulent absolument nous prouver qu'ils ont raison, et qui étaient un peu agités d'ailleurs et pas très bien élevés pour une partie d'entre eux, leur niveau d'ignorance était le même que leur niveau d'arrogance. Tu vois, ça va souvent d'ailleurs de pair. On passait plus de temps lors des débats à enseigner ce qu'était la Bible aux chrétiens.
ça, c'est très gênant, hein. Ça, tu le vois par exemple sur les débats du collectif Al-Hanifiya, par exemple, Ouais. qu'Allah les préserve. Oui. Le collectif Al-Hanifiya, que je connais très bien, pendant des années, ils ont fait des débats interrogés avec des chrétiens dont le niveau était tellement médiocre que c'était le collectif en fait qui enseignait les versets bibliques. C'est-à-dire que c'est les frères du collectif qui connaissaient par cœur des chapitres entiers de la Bible et les chrétiens peinaient à demander c'est quoi la référence, attends je regarde dans la Bible, je vais vérifier ce que tu dis. Donc les débats qu'on avait avec les chrétiens, honnêtement, le résultat était nul, hein. Pour nous, c'était vraiment du temps de perdu. À la rigueur, le côté un peu positif, c'est que ça confirmait pour beaucoup de musulmans qui étaient peut-être un peu dans le doute, ou des chrétiens qui étaient là et qui avaient des doutes sur le christianisme, ça les confirmait que l'islam était quand même une religion assez solide et que les chrétiens, eux, avaient beaucoup, beaucoup de mal à la défendre. Donc en vrai, le résultat, il était assez pauvre. Moi, l'intérêt que j'avais à faire ce type de débat, en vrai, c'était un petit peu... ouais, c'était... Est-ce que ça consolide la foi? Ouais, oui. Oui, oui, parce que quand tu commences à bien maîtriser ta religion, à maîtriser celle des autres, et à la fin que tu fais un bilan, objectivement, moi c'est ce que je disais à l'époque quand on me demandait, au final, t'as pas eu des doutes quand tu étais en fac de théologie chrétienne, t'as pas eu des doutes sur l'islam? Et je leur ai dit non, au contraire, après être sorti de la fac de théologie chrétienne, j'étais vacciné contre le christianisme à vie. C'est-à-dire que peu importe, peu importe le niveau de foi dans lequel je pourrais tomber, et qu'Allah me préserve de la baisse de foi, et qu'Allah nous préserve tous de la baisse de foi. Mais même si je tombais, tu sais, aux portes presque de l'apostasie, je pourrais pas me convertir au christianisme tant je sais à quel point les fondements sont pas solides, quoi, tu vois. Donc ça m'avait au moins apporté ça. Après, moi, l'intérêt aussi de faire des débats interreligieux, c'est que ça me donnait aussi un prétexte d'étudier leur religion, tu vois. Moi, j'aime bien lire, j'aime bien étudier, j'aime bien apprendre. Et donc, au-delà même d'aller présenter des arguments à des chrétiens, je le faisais aussi un petit peu par égoïsme. En fait, je pensais un peu à moi et j'étudiais, et ça me profitait plus à moi qu'au débat, au final, tu vois. Donc, au moins, ça m'apportait quelque chose. Ça m'apportait une somme de connaissances que je pouvais utiliser après devant tout le monde pour expliquer certaines choses, quoi. D'autant plus que c'est aussi une continuité, parce que tu as fait tes études donc, dans des lycées et universités donc, privés catholiques. Donc, du coup, oui, tu avais quand même matière. Et c'était, on va dire, entre guillemets, une continuité. Donc, du coup, ensuite, après, tu as créé donc la chaîne YouTube Humadvox. Pourquoi Humadvox, Mehdi? Ah, ça, c'est intéressant comme question. En fait, moi, ma chaîne au départ, c'était Oasis de citation. Entre-temps, je l'avais mis en pause pour terminer mes études à la fac et après voir ce que j'allais faire. Moi, en fait, le début d'Oumavox, ça partait d'une réflexion, en fait. Ça partait d'une réflexion et d'une frustration. La réflexion, c'était on en a marre de voir des Chalroumi à la télé, on en a marre de voir des gens parler d'islam en invitant quasiment jamais de musulmans pour pouvoir au moins apporter la contradiction et des arguments là-dessus. Donc, typiquement, BFM TV, CNews, quoi. Et la frustration, c'était ça, quoi. C'était le fait d'être frustré de ne pas pouvoir agir, prendre la parole, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, YouTube avait, en plus à l'époque, débloqué l'option pour faire des lives, des streams en direct. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je veux dire, je ne suis pas plus stupide qu'un autre. Je ne suis pas spécialement arrogant. Je n'ai pas envie de créer un média qui serait quelque chose de gigantesque, mais au moins, je vais essayer d'utiliser un outil que j'utilise d'habitude pour poster des vidéos et m'en servir pour voilà, donner la parole, prendre la parole, donner notre point de vue. Après que les gens le prennent, tant mieux. Ils ne le prennent pas, tant pis. Et pourquoi Ummavox? Quand j'ai lancé la chaîne qui n'avait pas de nom, en fait, quand je l'ai lancée, j'avais lancé un concours au départ. J'avais lancé un concours pour nommer la chaîne. Il y avait plein de gens qui proposaient des noms. J'en avais sélectionné quelques-uns. On avait fait des votes, etc. Et le nom qu'on a retenu à la fin, c'était Ummavox. Donc Umma pour la communauté et Vox en latin, la voix. Donc la voix de la communauté. Et surtout à ne pas confondre, moi je ne me suis jamais appelé Ummavox. Il y a des gens qui m'ont souvent appelé Ummavox parce que le nom de la chaîne c'est Ummavox. Moi j'ai jamais eu l'audace, la prétention d'être la voix de la communauté, tu vois. Jamais de la vie. Par contre, la chaîne, elle s'appelait la voix de la communauté dans le sens où, contrairement à CNews, on n'entend pas la voix des musulmans. Là, au moins, il y a des gens qui pourront prendre la parole
et s'exprimer sur l'actualité, sur l'islamophobie, etc. Ok, barakallahu fik en tout cas pour cette précision. Wafik. Donc, bah, vu que tu avais déjà en fait des gens, tu avais quand même des gens qui te suivaient depuis la première plateforme, et donc ça t'a permis de choisir. En fait, ils ont participé donc au choix du nom de la chaîne. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est donc du coup, quand tu as créé en fait cette chaîne YouTube, est-ce qu'en parallèle, Mehdi, je sais pas, tu regardais pas, est-ce qu'il n'y a pas des vidéos qui t'ont inspiré? Est-ce que tu n'as pas vu aussi, outre le fait de pouvoir s'exprimer, de créer tes espaces et de pouvoir t'exprimer et d'inviter d'autres personnes aussi à s'exprimer, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une notion de, comment dire, tout simplement de créativité et vouloir faire quelque chose aussi en termes de numérique? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre dans le sens où est-ce que tu t'es vu sur du long terme, euh, même en vivre du, entre guillemets, numérique? Non, la vérité, non. Au départ, quand j'ai lancé Omavox, je, je, je me suis imaginé le truc. Je me suis dit, si je peux créer du contenu et en vivre, comme les streamers, etc., ça peut être super. En fait, c'est une opportunité de ouf. Pouvoir vivre de la création de contenu, du fait de partager tes idées, le fait d'apprendre des choses des gens et toi-même peut-être apprendre quelque chose aux gens qui t'écoutent. Je me suis, oui, évidemment, dit au départ, ça pourrait être super. J'avais imaginé la chaîne, moi, comme étant simplement une plateforme sur laquelle je prendrais la parole et je donnerais la parole aux gens et puis basta. Et puis au final, je me suis rendu compte que si je voulais consacrer du temps à ça, parce que c'est chronophage de fou, hein, faire des vidéos, les réaliser, faire les montages, tu as des rushs, tu dois faire le montage bidule, tu dois faire de la communication sur Internet, etc. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Les gens qui consomment des vidéos, ils ne voient que la vidéo finale, ils cliquent, ils regardent, après quand c'est fini, ils s'en vont. Mais derrière, c'est des heures et des heures et des heures de montage, d'invitation de gens privés, tu dois tracter un petit peu, tu dois machin, etc. Donc c'est un Toute une taf. En fait, c'est juste un organisation, taf. effectivement. C'est ça. Donc moi, quand j'ai commencé au Mavox, la communauté m'a aidé à financer du matériel pour faire des vidéos, pour faire des reportages. On avait commencé d'ailleurs, c'était le début du Covid, donc c'était grave relou parce que dès qu'on a commencé, on a été coupé dans l'élan par le Covid. Et par la suite, quand j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de monde qui appréciait le live, qui voulait le soutenir, moi je recevais des mails de gens qui me disaient, de frères, de sœurs, même de non-musulmans, hein, qui me disaient j'adore ce que tu fais, j'adore le concept de ta chaîne. Franchement, on se pose, on se cale pendant 3 heures, on s'ennuie pas une seconde. Et moi, c'était la peur que j'avais, moi, tu sais, créer du contenu qui ennuierait des gens, c'est angoissant pour un créateur de contenu, tu vois. Donc, les gens me disaient, ouais, j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est 3 heures, mais c'est 3 heures où vraiment on se pose, on écoute. Moi, je sais qu'il y a il y a des frères qui sont chauffeurs de bus, tu sais, qui sont transporteurs, etc., qui me disent, moi, j'étais 3 heures de live quasiment tous les jours, je fais mon petit taf et tout, comme en mode podcast, tu sais, et Oui, voilà. j'écoute et Là, c'est kiffant. si je peux préciser, Mehdi, pour ceux qui nous Ouais. regardent, il faut savoir qu'il n'y a pas de contenu. En plus, on n'est pas dans une stratégie de contenu dynamique avec des thumbnails super attirants, avec des titres putaclic, etc. Non, tu arrives, et ça c'est vrai, hein, je ne suis pas en train de... Voilà, mais il faut dire les choses. Tu arrives pendant 3 heures, même parfois, tu faisais des lives de 4 heures, 4h30, subhanallah. Et subhanallah, il faut avoir cette capacité de pouvoir tenir, de pouvoir rebondir, d'y mettre de l'interactivité, mais que ça reste aussi intéressant. J'ai appris, nous avons appris, parce que je suis aussi un viewer et j'ai regardé donc Humadvox tous les mardis et samedis, même si parfois je n'étais pas forcément live, je regardais en replay et je suis consommateur de format long parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, le format long, ils pètent les plombs quand ils voient des vidéos de 3 heures. Mais subhanallah, il faut le faire. Et je te remercie encore pour ton partage de culture. C'est pas rien de pouvoir avoir cette capacité euh, de, de pouvoir transmettre, tu vois, de pouvoir transmettre et d'avoir une certaine réflexion on peut parfois être d'accord avec la forme ou pas, parce que c'est vrai que tu as ton caractère. Il y a des personnes qui peuvent ne pas forcément en fait apprécier la manière dont tu peux parler certaines fois ou comment tu pousses en fait une réflexion. Mais en tout cas, voilà, le fond, la ligne éditoriale, elle est propre. Comme tu l'as dit, tu vois, moi j'essaie d'être rigoureux, j'essaie de faire en sorte que mes lives soient pas pompeux ni trop, tu sais, un peu gênants. J'essaie de rire un petit peu, j'essaie de parler de l'actu, j'essaie de donner la parole à des frères, etc., pour essayer
de rendre la chose dynamique. Et comme tu l'as dit, c'est un exercice qui n'est pas facile, en fait. Animer des émissions de 3 heures non-stop avec du contenu, je l'espère en tout cas de qualité. Je donne beaucoup de références sur ce que je lis, sur ce que j'apprends, donc voilà, moi j'ai toujours essayé de faire, comme tu l'as dit, un truc propre. Et au final, j'ai vu que ça plaisait, j'ai vu que le format plaisait, j'ai vu que les gens revenaient, en redemandaient, et cetera, à un point où tu as même des frères, des sœurs qui, m'ont eux-mêmes proposé de me financer, tu vois? Il y avait des mécènes, littéralement des mécènes, des frères qui me disaient: «Ri, écoute, moi je veux bien faire passer, chaque mois, toutes tes dépenses en frais d'entreprise pour ma boîte et tout». J'étais choqué, quoi, des Subhanallah. frères qui ouais, ouais. Donc Donc, du ouais, il y coup, a mais ça oui, dis-moi, dis-moi? non, mais du coup, en fait, juste pour rester sur ça, excuse-moi de t'avoir coupé, Mehdi, mais quel est ton ressenti à ce moment-là quand tu vois que des gens, par rapport au travail, des gens sont prêts carrément en fait à faire passer ça en frais d'entreprise ou à financer ton matériel. Moi, je veux en savoir plus sur ton ressenti à ce moment-là. Je vais dire la vérité, je m'en rends même pas compte, ouais, ça fait, 6 ans que j'ai lancé Omavox, ouais, 5-6 ans. Je m'en rends même pas compte, même encore aujourd'hui, de cette gentillesse, de l'importance. C'est bizarre ce que je veux dire, mais Mm. de l'importance que même certaines personnes, que je représente, en fait, l'importance que je Mm. représente dans la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui me disent, je crois que c'était une sœur qui a regardé le live une fois, qui Mm. m'a dit: «Moi, je t'écoute depuis que je suis au collège. Aujourd'hui, je finis le lycée». Et je me suis dit: «C'est ouf, en fait, il y a des Subhanallah. gens qui ont grandi avec mes vidéos, avec mon compte YouTube». Tu as des frères que je connais pas du tout, qui me dit enfin, moi, quand j'ai monétisé, tu sais, quand j'ai Mm. monétisé, quand j'ai fait en sorte que voilà, que j'ai créé mon emploi de streamer, en fait, il y a des frères, moi, qui m'ont proposé de me payer un salaire, quoi. Juste Subhanallah. pour me soutenir et me dire: «Akhi, j'aime bien ce que tu fais, continue parce qu'on a besoin, voilà, de ce que tu dis, de dénoncer les trucs, d'expliquer les trucs, de». Et c'est vrai que quand on regarde YouTube, et je pense que tu t'en es rendu compte, Joe, il y a peu de frères qui font ce qu'on fait, en fait. Il y a très, très peu de gens qui prennent la il y a beaucoup de streamers maghrébins qui font des lives parfois de Oui, cassos il y a sur le beaucoup de métissage, divertissement. voilà, C'est là que tu vas en exactement, venir. C'est beaucoup du divertissement. Mais c'est vrai, c'est pour ça que je me suis permis, Mehdi, de te dire, c'est fou. Et même au niveau du ressenti, tu dois dire, bah, c'est-à-dire que les gens me considèrent, apportent quand même de l'importance à mon travail. Et tu te dis quand même, parce qu'il faut contextualiser, Mehdi. Aujourd'hui, je veux dire, qui va dépenser de l'argent pour un créateur de contenu qui leur apporte, je sais pas moi, une séduction intellectuelle. Allez, si on veut parler avec des mots, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas dans le contexte dans lequel nous évoluons, c'est que ce n'est pas rien. Et c'est pour ça, je trouve ça fort. Je trouve ça fort, tu vois. C'est comme par exemple, l'autre fois, on faisait un live. J'ouvre une petite parenthèse. Il y avait Ismaël Boudjekada qui est rentré dans le live. Et en fait, moi, c'était un moment rempli d'émotions. Tu vois, il y a une personne qui est montée, tu sais, c'est dans TikTok, donc tu peux monter. Les gens ensuite, Mmh. après, ils interagissent entre eux. Et donc, il y a une personne qui parlait d'Ismaël Boudjekada et qui lui disait à quel point, en fait, elle était contente de lui parler, etc. Parce qu'elle le suit depuis un moment. Moi, je suis un petit peu à l'extérieur de ça, tu vois. Mais pour moi, voilà, c'est des moments qui sont forts. Ils sont forts. Nous ne sommes pas des musiciens. Nous ne sommes pas des footballeurs. Nous produisons pas du divertissement. Nous essayons d'être tout simplement, de faire du contenu entre guillemets digne, en étant en fait vraiment en phase avec nos valeurs. Et t'es remercié pour ça. C'est fort, c'est fou. Ouais, c'est ouf. C'est pour ça que je te dis que moi, après cinq Ouais. six ans, je me rends toujours pas compte à quel point, en fait, l'impact de ce qu'on peut produire, il peut être important pour des gens. De voir des gens te dire, là, tu as évoqué un sujet, j'ai toujours voulu essayer de l'expliquer à mon entourage, mais j'avais pas les mots pour le faire. Et la personne me dit: «Mais tu vois, toi, dans tes lives, tu le fais à ma place» et ça m'a soulagé de l'entendre. «Tu as fait ça, tu as parlé de tel machin, tu as parlé de tel sujet, de» et ça m'a grave fait Mm, plaisir. D'autant plus quand tu vois même des non-musulmans qui mm, m'écrivent, qui m'envoient des mails et qui me disent: «Merci, parce que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de montrer là, ça détonne totalement avec ce qu'on voit,
justement dans les faits divers, dans les émissions de CNews là, à rallonge, où ils te parlent toujours des mêmes sujets, là, au QTF, au QTF, au QTF. Et ouais, t'as vraiment des gens qui font preuve de gratitude. Et moi, je m'attendais pas du tout à ce type de choses. Et même encore aujourd'hui, je suis un peu mal à l'aise quand les gens me remercient, parce que pour moi, c'est pas ouf. Hein. Pour moi, j'allume ma cam, je discute avec des gens, je finis, après ça s'arrête là, en fait. C'est pas ouf. Mais voilà, tu as des gens qui quand même te disent, bah, ce que tu fais, c'est important. Et moi, de mon point de vue, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit si important que ça, au point où, une fois, je parlais tu sais, du syndrome de l'imposteur. Je sais pas si tu connais, mais le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment que tu as quand tu fais quelque chose. Tu as l'impression que tu mérites pas, en fait, la récompense de ce que tu as fait. Parce que toi, tu considères que ce que tu fais, c'est juste banal, quoi. Et donc voilà, je me rends toujours pas compte, quelques années après, de ce que je produis, en fait. Et tant mieux, parce que ça aussi, ça me permet d'avoir la tête sur les épaules, de pas trop me la raconter. C'est ce que j'allais dire. Ça te permet d'être OK. Mais quand même, moi, je pense que ce qui est fort, c'est, tu sais, quand tu as quelque chose en tête, tu as une réflexion, et quand quelqu'un, en fait, pousse la même réflexion que toi, mais avec des mots différents, bah, du coup, ça va, entre guillemets, te permettre d'avoir une meilleure compréhension de cette réflexion. Et j'ai remarqué ça aussi avec toi. Quand je regardais tes lives, tu vois, et tu le disais en fait à ta manière, du coup, ça débloquait aussi certaines portes de compréhension. Je trouve ça beau. Donc là encore, on touche à l'intellect. Mais par rapport à ces médias-là, qu'est-ce que toi, par exemple, si tu as un mot à dire pour des créateurs de contenu comme moi, par exemple, qui essayons de créer en fait un média avec une ligne éditoriale comme un petit peu celle-ci, le fait d'inviter en fait des personnes qui nous inspirent et qui ont quelque chose en fait à raconter. Quel conseil en fait tu pourrais donner à moi ou à d'autres? Quel conseil. Déjà, quand on veut se lancer dans un média pour prendre la parole et donner son avis sur des sujets un peu complexes, un peu chauds, c'est de prendre son ego et de le mettre le plus loin possible de ce qu'on fait. Parce que malheureusement, il y a des gens aujourd'hui je crois que c'était Idriss Aberkan qui disait ça, il avait raison. Il a dit que dans un projet, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui mettent le projet au service de leur ego et d'autres qui mettent leur ego au service du projet. Et en fait, des gens qui se servent d'un projet pour leur ego, c'est des gens qui vont parler d'islamophobie ou parler de la Palestine ou parler juste pour le plaisir de se mettre en avant, de dire regardez, je suis un acteur important. En fait, des gens qui sont pas sincères dans leur démarche, quoi. À l'inverse, tu as des gens qui se disent bon, il y a une cause, aujourd'hui elle est beaucoup trop grave. L'islamophobie aujourd'hui, c'est beaucoup trop grave pour qu'on fasse nos divas là, nos présentateurs de supermarché là. Le sujet il est beaucoup trop grave, donc il faut le faire avec sincérité, il faut y aller, il faut parler d'un sujet, etc. Quand bien même on aurait des problèmes derrière, voilà, l'urgence fait qu'on doit parler de ce type de sujet. Donc déjà son ego, et je le dis d'abord pour moi, hein, parce que on reste humain, on reste des êtres faibles, mais son ego, faut vraiment le mettre de côté et se concentrer, être focus juste sur le projet qu'on veut lancer, l'objectif qu'on s'est donné, et essayer de faire au mieux possible, tu vois. Le deuxième conseil que je pourrais donner, bah, c'est ça en fait, faire du mieux possible. C'est-à-dire que moi, je connais des frères ou des sœurs qui ont voulu se lancer dans un projet similaire que le tien ou que le mien, et qui, dès qu'ils n'ont pas eu le résultat le buzz immédiat, ils étaient dégoûtés, ils arrêtaient quelques mois après. Et donc, moi, je leur dirais de persévérer. Parce que se lancer sur Internet, il y a beaucoup de gens sur le net, hein, il y a des dizaines de millions de personnes sur le net qui créent du contenu, qui sont plus ou moins connus. Donc, essayer de se faire une place sur Internet aujourd'hui, c'est pas facile. Par contre, si on crée du contenu original, si on a une vraie personnalité, si on veut proposer des trucs intéressants, même si on galère un petit peu à faire quelques vues au départ, tout le monde est passé par là, hein, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et au bout d'un moment, forcément, si c'est qualitatif, il y a des gens qui vont reconnaître la qualité de ton taf, de ton travail, et donc ils vont te soutenir. Tu vas commencer à créer une communauté autour de toi qui va te soutenir, et là, tu pourras effectivement te lâcher, faire du plein contenu comme tu voulais le faire. Donc voilà, ne pas lâcher l'affaire, ne pas se décourager dans cette démarche-là, quoi. C'est pas facile, mais faut pas se décourager quand on fait du bon taf. Oui, parce qu'en plus, on le sait. Oui, excuse-moi, Mehdi, vas-y.
Non, 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 vas-y. vas-y, je t'en prie. Non, mais parce que c'est vrai que de prendre place dans un environnement qui est complètement en fait à genoux devant la distraction et le divertissement, c'est aussi compliqué. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Parfois, je secoue, même en fait j'ai un canal privé sur Instagram. Parfois, j'ai une manière en fait de parler. On m'a déjà reproché. Il y a déjà des non-musulmans qui m'ont reproché et qui me disaient, oui, t'es trop en fait dans dans la séparation et le nous contre vous, tu sais, dans l'opposition, etc. Mais en fait, moi, je vais expliquer comme d'autres, en fait, sur certains lives. J'explique que nous, musulmans, c'est terminé. En fait, nous devons, en fait, nous secouer. Il y a une autocritique aussi à faire dans notre communauté, mais nous devons nous secouer en premier, éviter que les gens, en fait, extérieurs à notre communauté nous tendent la main. Quand ils veulent nous tendre la main, nous sommes pas capables. Si, nous sommes capables. Donc, à nous de faire les choses, en fait. Donc, secouer, en fait, dans le sens où c'est pour créer une dynamique et tous avancer, en fait, dans la même dynamique. Donc voilà. Et surtout à l'heure du divertissement et de la distraction, c'est parfois compliqué, mais voilà, il y a une cause. Parce que moi, je te le dis, Mehdi, face à l'islamophobie, on n'en a pas eu l'occasion d'en parler, toi et moi, vite fait. Mais sur les dernières lois du CDSN du 7 juillet, là, après le rapport sur les frères musulmans de 73 pages, euh, c'est fou. Je veux dire, tu peux plus te taire. Aujourd'hui, tu ne peux plus te taire. T'es obligé. T'es obligé. Donc oui, l'engagement prend des formes d'expression différentes, mais oui, les gens qui restent dans le silence, qui sont égoïstes et qui sont carrément extérieurs en fait à la Oumma, ça rend fou. Si je peux me permettre de Ouais. parler comme ça. Tu vois, là, c'était mon petit coup de Non, non, gueule. mais non, mais je valide totalement ce que Mais tu as ouais. dit. Et en plus, tu vois, là, avec ce qui se passe en Palestine depuis maintenant 2 ans, tu as même des koufars, tu as même des non-musulmans qui ont donné des leçons aux musulmans. C'est-à-dire que tu as des gens, tu as des streamers connus, comme le JDG par exemple, Bagheera, etc. Toute la bande de streamers jeux vidéo comme ça, Mhm. qui ont œuvré pour la Palestine, qui ont donné les coordonnées bancaires des Palestiniens pour qu'on puisse les aider, qui ont évoqué simplement le sujet, alors que dans le même temps, tu as des streamers maghrébins qui passent leur vie à parler de drama, tu sais, est-ce que tromper sa femme, c'est grave, je sais pas quoi, ou des débiles mentaux, tu sais, comme Bassem, là, qui vient d'être condamné une énième fois, alors que le mec, il existe simplement soit pour créer la fitna, soit pour évoquer son racisme caché derrière des sujets comme le métissage. Ouais, tu as même des non-musulmans qui ont donné des leçons aux musulmans, donc ouais, je peux que valider ce que tu dis. On doit vraiment se remettre en question à l'échelle communautaire, quoi. On vit une époque qui est trop grave, comme tu l'as dit. Et le dernier conseil que je voulais donner, si tu permets, sinon je vais l'oublier, mais c'est juste pour les musulmans qui veulent aussi se lancer et qui veulent créer du contenu, c'est juste le fait de ne pas délaisser sa foi, parce que, mine de rien, on pourra mettre tous les efforts qu'on voudra sur la table, on pourra même avoir des moyens financiers, avoir un setup à 5 000 € pour essayer de lancer sa chaîne YouTube. Si au bout d'un moment, tu délaisses ta religion, tu délaisses Allah, tu délaisses ta communauté, t'es rien du tout et tout le monde t'oubliera en fait, hein. C'est aussi bête que ça. Donc rester accroché à sa foi, ne jamais faire de compromis et ne pas oublier Allah Azzawajal dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est vital, c'est primordial. Barakallahu fik pour ce rappel. Et c'est très important de le rappeler, Mehdi. Oui, parce que c'est vrai, on a beau créer toutes les causes. Alors déjà, notre sincérité, il faut la renouveler. Notre intention, il faut constamment la renouveler. Et effectivement, nous sommes des musulmans. Notre religion est au cœur de toute chose. Allah est au cœur de toute chose. Donc oui, effectivement. Et je te Ouais. remercie pour ça. Je t'en Si, prie. euh, je voulais te poser une question, Mehdi, parce que on Mhm. parlait tout à l'heure, on parlait finance par rapport à Umadvox. Tu es resté principalement sur YouTube. T'es pas parti sur Twitch? Ah, moi, j'ai fait quasiment toutes les plateformes Twitch, TikTok. J'ai aussi diffusé Ok. un peu là-bas. T'avais la plateforme, la nouvelle Kick, tu vois, l'équivalent de Twitch, Ouais, la Kick. plateforme de Ouais, de Kick. Twitch. Ouais. Ouais, ouais, Kick. Etc. Donc ouais, j'étais sur plein de plateformes, y compris Instagram. Et avec les problèmes que j'ai eu, malheureusement, il y a plein de réseaux qui ont été coupés, notamment mon compte Twitch. Moi, j'ai une capture d'écran, il y a écrit: votre compte a été suspendu pour cause gouvernementale. Il y C'est a ça vraiment la écrit ça. ouais, ouais, pour Mehdi, cause il est wanted. gouvernementale. Et j'ai demandé d'ailleurs au ministère des Finances, ouais, bon, vous avez voulu me casser les noix à cause de ce que je produisais. Bon,
Là, j'ai pas de problème, j'ai été totalement innocenté. Maintenant, faut contacter Twitch et qu'ils débloquent le truc. Bon, j'ai pas reçu de nouvelles depuis, mais ouais, je diffusais sur plusieurs plateformes. Parce que quand tu faisais tes lives dernièrement, avant qu'il y ait eu cette coupure, on va en parler ensuite directement après, tu faisais de la multidiffusion ou c'était parce que tu m'as dit que tu avais essayé, mais est-ce que tu faisais de la multidiffusion d'un coup ou tu es resté focus que sur YouTube? Alors, pendant quelques mois, j'ai fait de la multidiffusion, même plus que quelques mois, même quelques années, et ça a été interrompu lorsque j'ai eu mes problèmes en fin 2023, tu vois? C'est à ce moment-là Ok, que j'ai pu d'accord. «diffuser» entre guillemets que sur YouTube. J'ai pu faire que de la diffusion. Ok. Donc, Et avant, ouais, tu au partais bout d'un moment, de je me suis OBS? j'ai pas entendu? Tu partais de OBS? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, J'utilisais ok. OBS pour diffuser, ouais. Et je te conseille D'accord. d'ailleurs de l'utiliser parce que c'est beaucoup plus simple pour toi, je pense, hein, ce sera beaucoup plus simple. Alors moi, j'avais utilisé OBS. J'avais utilisé OBS. Après, j'ai eu plein de petits conflits. Je sais pas, ça ne fonctionnait pas très bien. Et aujourd'hui, j'ai refait un petit peu j'ai repensé entre guillemets mon setup. On m'a conseillé StreamYard. Et donc, du coup, pour l'instant, ça me va Mais bien. StreamYard, c'est beaucoup plus simple, mais c'est vrai que OBS, ça te permet de beaucoup plus personnaliser ce que tu veux Ouais, faire, de etc. customiser, etc. Oui, 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 Et les effectivement. bugs, tu as raison, hein, sur OBS, ça bug malheureusement Il y a beaucoup, hein. beaucoup de bugs et quand je faisais de la multidiffusion, ça coupait en fait mes directs sur, c'était en mode test, mais ça coupait les directs sur Twitch, ça coupait. Alors, TikTok, c'est plus compliqué. Maintenant, j'ai trouvé une solution pour TikTok, c'est parce que je passe par une carte de capture. Mhm. Tu vois, parce que du coup, vu que j'ai qu'une caméra, pour que ça utilise en fait la même caméra, ça Mhm. utilise en fait l'application Camo. Je passe par Camo qui transforme mon smartphone en caméra, etc., etc. Donc, Mhm. du coup, j'ai quand même deux chats. Bah, tu l'as vu dans le live. Oui. Euh, j'ai deux chats séparément. Du coup, c'est pas concentré en un seul de chat. Mais bon. Mhm. On débute, Mehdi. Oui, bah, de toute façon, c'est comme ça, hein. Tu vas apprendre, tu vas te Ouais. familiariser, puis après, ça s'appelle se professionnaliser, hein, c'est comme ça. Mhm. Alors, pour rester donc sur la coupure, il s'est passé une coupure, Mehdi, tu as disparu. Bon, en fait, non. T'as pas disparu subitement parce que tu nous as fait part avant d'arrêter complètement tes lives. Est-ce que, bon, je vais te laisser parler de ça parce que juste avant qu'il y ait une coupure, pendant un certain nombre de temps, tu nous avais prévenu de quelque chose et si tu peux nous en faire part, Inch'Allah. Avec plaisir. Donc moi, j'ai fait des lives sans aucun problème ou presque, sur plein de plateformes, notamment sur YouTube, pendant quelques années sans souci. Il y a eu le fameux 7 octobre 2023, où tu as eu l'attaque du H sur, alors pas le même H auquel les gens pensent, hein, l'autre H, ceux qui sont encore vivants, hein, pas celui qui est mort il y a très longtemps. Donc il y a eu l'attaque du H le 7 octobre, où tout le monde a vu l'actualité, voilà, ça a fait le buzz, ça fait un buzz mondial. Et en France, la France qui, il faut le définir clairement, est un État sous tutelle de l'État d'Israël, pour être très gentil, a vu son ministre de la Justice, donc l'ancien ministre de la Justice qui était Dupond-Moretti, qui a balancé une circulaire le 10 octobre, donc quelques jours après le 7 octobre. Et cette circulaire, en fait, elle disait à tous les préfets de France, si vous voyez des gens parler un petit peu trop de la Palestine ou des Palestiniens ou de la résistance palestinienne avec un peu trop de sympathie, vous pouvez considérer presque que c'est de l'apologie du terrorisme. Et donc, il y a plein de gens en France, notamment des intellectuels, François Burga, Effectivement. Rima Hassan, tu vois, même des députés, Rima Hassan, Mathilde Panot et tout. Tu as plein de gens en France, des imams, des fonctionnaires, qui se sont vus être accusés d'apologie du terrorisme juste parce qu'ils ont soutenu la Palestine. Et moi, c'est exactement ce que je faisais. Moi, j'ai fait une vidéo quelques jours après le 7 octobre, et la vidéo, en fait, elle s'intitule Les musulmans de France sont du côté des Palestiniens. Voilà, le titre, c'était ça. Et quand cette vidéo, ce live, en fait, parce que c'était un live, il est sorti et qu'il a été vu par quelques gens, eh bien, ça a été une raison, selon le ministère de l'Intérieur, une raison valable pour commencer, en fait, à me chicoter un petit peu. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, je faisais mes streams durant le mois d'octobre, novembre, et puis début décembre, un soir, je prends mon téléphone et je sais plus ce que je voulais faire. Je voulais acheter un truc par téléphone. Alors, je sais plus si c'est une commande Uber ou un truc comme ça. Et je vois que ma carte passe pas. Enfin, le truc passe pas. Il n'y Je a me plus de dis, son. bon, c'est peut-être.
Bah, non, au départ, je me suis dit naïvement, c'est un bug. Tu vois, c'est juste un bug. C'est rien de plus. Donc, j'essaie de faire ça avec une autre de mes cartes. Ça fonctionne pas non plus. Donc, je me dis, ouais, ça doit être un bug Internet. Tu vois, le mec est Excuse-moi, vraiment Mehdi. naïf. Excuse-moi, Dis-moi. Mehdi. Une de tes cartes, mais de la même banque ou d'une autre banque? Non, non, d'une autre banque, justement. Ok, En fait, j'ai une banque professionnelle et une banque classique, tu sais. ok. Et donc, j'ai essayé avec les deux cartes, ça fonctionnait pas. Et je me suis dit, c'est peut-être. En plus, il était tard. Et je me suis dit que c'est peut-être, tu vois, une mise à jour des serveurs des banques. Maintenance ou un truc comme ça. Ouais. Voilà, exactement. Donc, vraiment pure naïveté. Genre, le mec a vraiment tellement rien à se reprocher qu'il est persuadé que ça peut être qu'un truc technique, tu vois. Et donc, j'attends le lendemain. Et le lendemain, je me dis, je vais contacter ma banque pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, sur Internet, alors là, j'ai détecté des choses et je vais en parler. D'ailleurs, c'est en avant-première que je vais peut-être en parler, parce que j'attendais d'en parler dans une vidéo que j'allais faire. Ok. Mais en fait, il y avait des agents, littéralement des agents de la DGSI, pardon, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui avaient des faux comptes Twitter, m'avaient épinglé sur un article en fait du ministère du gouvernement. En fait, Ok. dès que quelqu'un subit un gel de compte ou subit un truc comme ça, c'est officiel, c'est affiché sur le site que les gens peuvent consulter. Mais dès le matin, j'ai appris le gel de mes comptes, non pas par un document administratif qui m'a été envoyé, machin, mais par un compte anonyme dont aujourd'hui je sais que c'est un agent de l'État. Voilà, c'est un agent de l'État Et sous comment un... ça, comment ça? Il te l'a dit, t'as envoyé quoi? Un message? Comment ça? Justement, rien du tout. En fait, par instinct, j'ai voulu taper Oumavox après avoir compris que mes comptes avaient été bloqués d'une certaine manière. J'avais pas Ouais. reçu de message, j'avais pas Rien encore reçu d'officiel. Pas d'info. un document officiel, rien pour l'instant. Vraiment le lendemain du truc, hein. Et par instinct, je me suis dit, je vais taper mon blast sur Twitter, parce qu'il y a peut-être quelqu'un, je sais pas. Bam, je tombe sur un post. Son pseudo à l'époque, c'était un musulman républicain ou un truc du genre. Vraiment un pseudo à la con comme ça. Ouais, en plus, il Et se faisait passer pour. voilà, Punaise. un gros troll. Et le mec, il avait publié un truc. Le youtubeur sulfureux Mahdi Doumavox a vu ses comptes gelés par décision administrative, machin. Je me suis dit, même moi, je ne le savais pas. Et lui, que je connais pas du tout, c'est un petit compte anonyme que je connaissais pas du tout, avait publié le truc pour balancer l'information, pour que les gens tweetent le Ouais. truc et que ça devienne viral. Ça l'a pas été. Donc même quand il a publié le truc, c'était nul parce que c'est moi qui en a parlé au final en public. Et donc, quelques jours après, je reçois des courriers de mes banques, je reçois des courriers du ministère de l'Intérieur, du ministère des Finances, machin, qui m'expliquent, monsieur, on va geler vos comptes. Pourquoi? Parce qu'on vous considère comme quelqu'un présent de dangereux qui a proféré des paroles. Alors là, ils m'ont tout mis, hein, antisémite, homophobe, pro-djihadi. Ils m'ont tout. Franchement, c'était une liste de n'importe quoi, de Ouais. ce qu'ils me reprochaient théoriquement. Et ils ont dit, voilà, gel de compte pendant 6 mois. Oui, parce que c'est ça. Faut rappeler pour les viewers, tous les gels de compte, c'est une durée de 6 mois renouvelable. Exactement. Ouais, et le côté renouvelable, ils rigolent pas avec Moi, ils l'ont renouvelé à 2 reprises, donc ça a été 1 an et demi, ouais, 3 fois 6 mois, 1 an et demi de gel de compte. Et donc voilà, je comprends que, ce dont on m'accuse, donc apologie du terrorisme, Ouais, avec un là-dessus. petit courrier qui me dit, voilà les paroles que vous avez prononcées, machin. Alors c'est pas des paroles qu'on me reproche, c'est même pas des trucs YouTube, c'est des tweets. Et les Ouais, c'est tweets, mais c'est souvent comme ça, hein. ouais, ouais, le tweet, c'est par exemple, j'ai comparé le drapeau, israélien avec le drapeau nazi, en disant: «Bah, en fait, ça me fait penser aux 2, quoi». Et donc juste pour ça, 6 mois de gel de compte. Je me dis: «Bon, OK». Pendant des mois et des mois, de gel de compte, je reçois aucune convocation, il y a aucune démarche qui est faite par, une quelconque administration, par la Ah, police, rien du tout. attends, excuse-moi, Ouais. Mehdi, mais je veux dire, à ce moment-là, tu as eu un document officiel. Oui, oui, après ils me l'ont Donc, tu as eu envoyé. ton document officiel, ils t'ont dit ce quoi ils t'accusaient, donc c'est la fameuse liste, etc. Mmh. Et du coup, parce qu'après, il y a un procès derrière. Bah, justement, en fait, pendant des mois, rien du tout. Ok, C'est-à-dire que juste de l'information. c'est ça, juste on gèle vos comptes parce que vous avez Et du tweeté. coup, je le Voilà. compte, d'accord. Et donc moi, je me dis: «Bon, on me reproche quand même de l'apologie du terrorisme». Oui, Donc je sais pas c'est moi, si sérieux. voilà, si je connais quelqu'un qui fait vraiment de l'apologie du terrorisme, j'appelle les keufs, ils l'embarquent tout de suite, en fait, parce que j'ai pas envie que le mec, il soit taré, il passe à l'acte Mm. ou donc là, j'étais tellement dangereux que pendant 6 mois, personne m'a calculé, en fait. J'étais tellement dangereux, quoi, apologie du terrorisme, que personne m'a calculé. Et donc je demandais des comptes,
au ministère de l'Intérieur, au ministère des Finances, etc. Moi, entre-temps, j'avais contacté mon avocat et je patientais parce que j'étais sûr qu'au bout d'un moment, ils allaient amorcer une procédure. Et Ok. donc, à la fin de mon premier gel de compte, on me dit, voilà, convocation au commissariat. Je me dis, ah, enfin, cool. 6 mois après, je vais pouvoir m'expliquer un petit peu, quoi. Donc, je vais au commissariat. On me dit d'ailleurs que je dois aller au commissariat sous le régime de la garde à vue, ce qui était totalement inutile, en fait. Quand on fait une convocation au commissariat avec le régime de garde à vue, c'est qu'on a peur que la personne s'en va quelque part, s'en aille quelque part, se sauve, etc. Bon, moi, je vous ai attendu pendant 6 mois chez moi, en fait. Vous auriez pu venir, même venir me voir directement. Donc, voilà, je vais au commissariat, je me présente, on me met en garde à vue, on me place en garde à vue et entre-temps, on m'auditionne pour que je m'explique sur ce qu'on me reproche sur internet. Et là, on me présente des documents en me disant, voilà, en fait, c'est des captures, mais Ouais. de tout et n'importe quoi. La première capture qu'on m'a donnée et la première question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Et le ça en question, c'était une capture de mon profil Steam. Je ne sais pas si tu connais la plateforme Steam de Oui, jeux oui. vidéo. Steam. Voilà. Ils m'ont donné une capture d'un compte de jeux vidéo. Ils m'ont dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? J'ai regardé la Attends, capture excuse-moi, mais tu vois. oh non, mais wallah, tu vois le rire que tu as fait? Wallah, j'ai fait le même devant le policier qui m'avait posé la question. J'ai rigolé, j'ai rigolé. J'aurais dit apologie du terrorisme, j'ai le Mais il décompte, c'est ça connaissait que vous me pas montrez? Steam. Mais dis, il connaissait Steam ou pas du tout? Vraiment, Je c'était dans sais la. mais je sais pas. La seule chose qu'il m'a dit quand j'ai rigolé, il m'a dit: «Monsieur, je peux comprendre, que ça soit voilà, mais c'est la procédure, quoi. Je suis obligé de vous montrer les saisines de ce qu'on vous reproche et après c'est à vous de vous expliquer là-dessus». Donc là, je leur dis: «Ouais, c'est mon compte de jeux vidéo, basta, il y a rien, quoi. C'est du jeu vidéo, il y a rien d'autre». Et il me montre après des captures de mes tweets où je dis, bah, tu sais, je compare l'État d'Israël à un État nazi, où je dis que voilà, que les Palestiniens sont en droit, d'après le droit international, de se défendre, de défendre leurs terres, et cetera. Et je réponds, voilà, aux questions qui me sont posées sur ce que j'ai fait. Le gars qui faisait le Qui prenait ta procès-verbal, déposition? Ouais. ouais, ouais, c'était quelqu'un vraiment très sympa. D'ailleurs, on avait même sympathisé, tu vois. Il me racontait un peu sa vie. Il m'a dit qu'il était ancien militaire, qu'il avait été mobilisé en Afghanistan, etc. Donc, on discutait de plein de choses. Et il m'avait même dit, ce policier, il m'a dit, entre toi et moi, parce qu'on se tutoyait au bout d'un moment, il m'a dit, entre toi et moi, t'es pas le profil de mec qu'on met en cellule, en fait. Mais ça Donc, même revient lui, il m'a souvent, ça, regardé. Mehdi. Ouais, ouais, il m'a regardé, l'air de dire, ouais, enfin, je sais pas ce que tu fais ici, en fait. Ouais. On est en train de discuter, je vois que tu n'es pas quelqu'un de dangereux, tu n'es pas quelqu'un de. Donc je comprends pas pourquoi tu es là, en fait. Et lui m'a dit, bon, moi, je fais ce qu'on me demande et je fais mon taf, quoi. Donc je n'en ai pas voulu à lui, c'était la procédure, j'ai répondu à des questions. Et à la fin de la journée, quand j'ai répondu aux questions, on m'a dit que toutes les réponses que j'ai données aux questions allaient être envoyées au procureur, au substitut du procureur, pour qu'il prenne une décision. Et là, j'ai pas trop compris, décision sur quoi, pourquoi. Donc il envoie le document. Mhm. Ça met même pas 20 minutes, 30 minutes à peine. Et là, tu as le gars qui a pris ma déposition qui me dit bah, en fait, le procureur, il a décidé que tu allais passer en jugement en comparution immédiate demain. Alors, attends, Donc, moi, attends. ouais, Comparution immédiate, quand même. immédiate, ouais. Ouais. Ouais, je La continue. comparution immédiate, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est exactement comme son nom l'indique, hein, c'est passer au tribunal immédiatement. Et ça, ce type de procédure, c'est vraiment pour les gens qui ont tué une personne tout de suite. C'est vraiment des gens qui ont fait une dinguerie, genre là, le truc monstrueux, quoi. Oui, il n'y a pas le temps Donc, d'avoir un procès et tu dois être jugé tout de suite maintenant. exactement, et même de prévenir ton avocat pour que les choses se fassent bien et tout, tu n'as même pas le temps. Donc moi, le jour même, je reçois une convocation la veille, je vais au commissariat après, je me dis, je vais répondre à des questions, puis après, je rentre chez moi, quoi, ça va se terminer aussi rapidement. Ton Et là, on avocat, me tu dit l'as non. prévenu là? Ton avocat, il était. En fait, je l'avais prévenu, mais lui, il ne pouvait pas venir, en fait, parce que justement, c'était le jour même et il n'était pas. On n'a pas Disponible. pu, ça allait tellement vite qu'on n'a pas pu se préparer. Donc voilà, le jour même, je réponds à des questions, le procureur décide que je vais être jugé le lendemain, il ne laisse pas le temps de rien du tout, machin. Je dis bon, d'accord. Donc là, je passe littéralement la nuit au commissariat, tu vois. Et le lendemain, on m'emmène au tribunal de la ville d'à côté pour être jugé sur ça. J'y vais, la vérité, serein. Mais serein de chez serein. J'ai rien à me reprocher. J'ai jamais rien fait de délictueux.
il n'y a pas une vidéo que tu peux prendre dans ma chaîne YouTube où tu peux dire, tu vois là, ce qu'il a dit, ça peut être dangereux, il va passer à l'acte de quelque chose. Jamais de la vie, c'est pas du tout l'ambiance de la chaîne. Je suis pas un teubé, je suis pas un taré, je suis pas un violent. Donc voilà, serein de fou quand j'y vais. Donc ça prend du temps, Je reste quasiment toute la journée au tribunal à attendre le moment de mon procès. Et quand le procès arrive, donc là, il y a un avocat qui m'assiste, Maître Takeshi d'ailleurs, que je remercie beaucoup. C'est une personne qui a à peu près notre âge, d'origine japonaise. Super sympa, super gentil, super calé, vraiment. Et le gars, il avait tout compris du dossier. Donc, alhamdoulilah, Allah, il avait mis la bonne personne au bon endroit quand j'en avais besoin. Et le procès commence. Et là, on me dit, voilà, vous avez écrit ça, vous avez parlé de ça, machin. Donnez votre avis, on vous écoute, machin. Et là, j'explique ce que je fais, j'explique ce que c'est que la chaîne Vox, j'explique que j'ai jamais de problème avec la justice, que mon casier judiciaire est vierge. Bref, en gros, je leur explique que je ne sais même pas ce que je fais là, en fait. Apologie du terrorisme, ça c'est l'accusation, mais dans les faits, il n'y a rien qui corrobore cette accusation. Et donc le procès se déroule, machin. La partie adverse dit, oulala, il est méchant parce qu'il a dit quand même que les Israéliens c'était des nazis, c'est pas gentil. Et au bout d'un moment, la juge qui a jugé l'affaire, elle regarde les documents qu'elle a, et quand elle rend le verdict, elle me dit, écoutez, pour moi, c'est une relaxe évidente, donc je suis innocenté. Et elle me dit, et ça, elle le précise, elle dit que dans un tribunal, on ne juge que les faits et pas les interprétations. Parce qu'en fait, le but de la partie adverse pour me faire condamner, c'est le fait de prendre n'importe quelle phrase de ma chaîne YouTube, un peu comme Iris Hamedi, tu vois, qui t'expliquait ça aussi sur ta chaîne. Il te disait qu'il prenait des phrases vraiment ridicules et ils exagéraient tellement le truc qu'ils disaient, bah, vous voyez, là, en fait, bon, là, il dit rien de méchant, mais en fait, ce qu'il faut comprendre derrière, parce que les musulmans, ils sont un peu sous la takia des frères musulmans, en fait, ce qu'il est en train de dire derrière, c'est qu'il va peut-être tuer des gens. Alors que la phrase en question, c'est juste les Israéliens sont en grande partie des fascistes et qui sont problématiques. Donc ce qu'ils en déduisent, c'est en fait, ouais, je suis antisémite et je vais m'en prendre à des juifs parce qu'ils sont juifs, quoi. Donc la juge qui a eu ça, elle a dit en fait, il n'y a rien qui corrobore l'accusation dont vous êtes accusé, c'est-à-dire d'apologie du terrorisme. Donc elle me dit relax, genre une relax claire, il n'y a pas d'ambiguïté, et elle me précise, elle dit vraiment, dans un tribunal, on juge que les faits et pas les interprétations, etc. Et ça, c'est la remarque qu'elle faisait, c'était plutôt la partie adverse, qui elle était vraiment dans l'interprétation, la surinterprétation, malhonnête en plus. Et à ce moment, à ce moment, quand la juge te dit ça, est-ce que tu jettes un regard à la partie adverse pour Même pas, parce que la personne qui avait en face, elle faisait juste son taf, en fait. Ouais. C'est des gens qui sont payés pour aboyer quand on leur demande d'aboyer, c'est tout. Hein. Ça, ils sont même pas là pour essayer de savoir si la personne dit vrai ou pas. Ils prennent des éléments et ce qu'ils veulent, c'est gagner d'une certaine manière en faisant condamner le plus de gens, tu vois. Donc moi, je leur en veux pas, je les ai même pas regardés, tu vois. J'ai regardé la juge, elle m'a dit, monsieur, vous êtes innocent, ce que je savais déjà, en fait, mais c'était gentil de le confirmer, et qu'elle me précise que, voilà, c'est le seul argument qu'on avait pour m'incriminer, c'était des exagérations, des interprétations de mes propos. Uniquement des interprétations. Donc, du coup, au niveau des faits, il n'y avait strictement rien. Ok. Exactement. Donc du relax. Coup, vous avez parlé du gel? Ouais, relax. Ouais, donc relax. Je sors du tribunal. Voilà. Je me dis, je suis innocent, machin. Mon avocat qui m'avait assisté à ce moment-là, il m'a dit, attention, parce que là, en fait, on vient d'humilier quand même le gouvernement. On vient d'humilier le ministère de l'Intérieur. Et ces équipes de la DGSI, parce que c'est la DGSI, en fait, qui ont fait une enquête sur moi, qu'on fait des notes blanches, etc., où ils regardaient mes vidéos, ils notaient tous mes tweets, machin. Donc, en fait, la juge, quand elle a prononcé une relax, c'est comme si elle disait au gouvernement et à la DGSI, en fait, tout ça, ça servait à rien, et ce que vous avez fait, c'était même pas professionnel, c'était n'importe quoi. C'était une accusation ridicule. Est-ce que tu peux repréciser pour ceux qui nous regardent ce que c'est que des notes blanches, à quoi ça sert, dans quel but, s'il te plaît, Mehdi, pour qu'on comprenne bien. Les notes blanches, en fait, ce sont des notes des services de renseignement sur des gens qu'ils observent, qu'ils suivent. Voilà, ils constituent un dossier, si tu veux. Et ces notes blanches, au final, elles sont utilisées après dans des procès pour alourdir le cas de quelqu'un, de dire voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a machin. Voici. Moi, il y a un dossier de la DGSI qui fait quand même 65 pages de screens, de trucs, de commentaires,
Même 65 pages, ok. ouais, ouais, 65 pages de et c'est là qui Tu est un peu quelqu'un de ridicule parce sérieux, que Mehdi. bah, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. que en fait, ils avaient tellement tu sais, en France, on peut faire condamner une personne pour une phrase. Juste pour une phrase, ça suffit amplement pour faire condamner quelqu'un. Moi, ils avaient tellement rien sur moi qu'ils ont été obligés de jouer la carte, tu sais, de la quantité. Genre, on a tellement rien de vraiment Ouais. explicite, à exploiter qu'ils se sont Il y dit: a «On va beaucoup de tellement choses à mettre» interpréter. Ouais. voilà, «on va mettre tellement mettre de trucs Mmh. à interpréter et qu'on va grossir pour les rendre un peu dangereux». 65 pages. Ça, je me suis dit: «C'est un délire». Ils ont suivi toutes mes vidéos, toute ma carrière, même moi, j'ai pas écrit 65 pages dans ma vie sur quelqu'un, sur un truc. Finesse. Donc voilà, ça a servi à rien. D'accord. Donc voilà, les notes blanches, pour te répondre, c'est simplement ça, c'est des notes, des renseignements qui vont après être utilisés pour, charger une personne dans un tribunal et essayer de la faire condamner. Et nous sommes bien d'accord que des notes blanches, en fait, c'est des choses, comme tu as dit, qui sont en fait écrites, mais c'est sujet en fait à interprétation. Eh oui, mais Mmh. il y a même des choses qui étaient tellement malhonnêtes, c'était dingue. Genre, ils ont trafiqué des traductions en arabe de ce que je disais pour les faire passer pour quelque chose de dangereux. Ils ont volontairement modifié des propos, ça je l'ai pas dit, mais ils ont modifié des propos pour les rendre aussi, même en français, genre ils retirent des mots, Tendancieux. ils cliquent ouais, ouais, c'était des raccourcis bref, nul, nul, nul. Le Mmh. travail du juste bâclé et Cher, ils ont même pas réussi, même en bâclant le travail et en mentant, à essayer de me faire condamner. Donc Ah, ouais. oui, vas-y, dis-moi. Non, parce qu'en fait, pour qu'on comprenne bien, Mmh. tu as eu plusieurs ministères qui ont été sur tes côtes. Quel ministère réellement? Alors, ministère de la Justice avec la circulaire Dupond-Moretti, ministère de l'Intérieur pour la charge et l'enquête sur moi, sur l'apologie du terrorisme, et ministère des Finances pour le gel des comptes. Donc 3 ministères, 3 ministères. Ok. ouais, 3 ministères sur une personne qui, en plus, ils étaient à 3 contre 1. Ils auraient pu être un petit peu doués, un petit peu malins, ils l'ont même pas été. Donc ouais, 3 ministères et au final, ça s'est conclu par une relaxe. Quelques mois après, on pourrait se dire: «Tiens, j'ai été relaxé, donc innocenté, je peux quand même faire valoir le droit de qu'on dégèle mes comptes». Mais en fait, ils m'ont dit: «Non», en fait, c'est non. Moi, c'est ça, c'est pour eux, s'ils pouvaient m'empêcher un peu d'exister, ne serait-ce qu'économiquement, bah, les mecs, ils y allaient, quoi. La procédure pour eux, la procédure, elle est très simple, hein. Ils ont juste à signer un document et ça prend 10 secondes et après pour nous, c'est 6 mois tu vois, de ta vie qui se stoppe, et dont ils se fichent complètement. Donc relax. Pendant quelques mois, j'attendais en fait, une suite à ça et en fait, le gouvernement a fait appel, en fait, le ministère de l'Intérieur a fait appel, enfin le ministère public pour le coup, a fait appel de la décision parce qu'ils étaient dégoûtés d'avoir perdu en première instance. Donc là, ça s'est joué dans une cour d'appel. Là, c'était la cour d'appel de Versailles en plus. Ils sont venus. Bah, les mêmes, les les mêmes. Rien de C'est-à-dire nouveau. que ouais, enfin rien de Alors déjà nouveau. que tout Ils était. Ils ont juste augmenté, tu sais, parce que je continue à parler de la Palestine, tu vois? Parce que moi, en Ouais, pleine période de procès, je me suis pas auto-censuré, je j'ai pas ouais, arrêté de parler de la Palestine. Donc ils ont repris, l'intégralité de ce qu'ils m'avaient reproché, mais ils avaient ajouté 2 ou 3 phrases ouais. pour dire: «Regardez, oh là là, Avec ils le même continuent à parler de» procédé que la première fois. Ok. voilà et donc je me retrouve au tribunal, à la cour d'appel de Versailles pour le deuxième round du truc. Mhm. Je parle avec les juges, je m'explique sur ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Ils me posent des questions. Parfois, c'était même un peu chaud parce qu'il y avait un petit peu de provocation aussi de leur part, Quel mais ça type de fait partie question, du Mehdi? bah, par exemple, ils me demandaient, «Est-ce que vous n'avez pas peur que des abonnés à vous, en vous écoutant, fassent quelque chose de dangereux, de» Ok. et moi, je leur ai dit: «Déjà, citez-moi une personne qui a fait une chose dangereuse et qui se réclame de moi, déjà, pour commencer. Ouais. Non, j'ai pas peur que des gens fassent des trucs dangereux en partant de mes vidéos, parce que dans mes vidéos, il y a aucune matière. Je donne jamais de matière à ce Mhm. que ça provoque quelque chose de dangereux après, jamais de la vie» et je leur ai dit: «Mais même sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la regarder», ce qu'ils ont fait en plus. «Vous pouvez regarder, moi, je mets un point d'honneur à parler du bon comportement, à ce que les gens se parlent cordialement. J'ai un règlement j'ai le même règlement depuis des années sur ma chaîne où j'invite Ouais. les gens à ne Et surtout avant pas être tes lives, tu le mets violents». toujours en avant. Tu le répètes toujours. Exactement. Mhm.
Exactement. Je rappelle toujours aux gens, pas de violence, pas de racisme, pas de machin. Donc, je leur dis, il n'y a aucun élément qui fait que ça pourrait dégénérer, en fait, jamais de la vie. Et quand bien même, je leur dis, quand bien même ça dégénérerait, au nom de quoi, moi, je serais responsable d'un mec à l'autre bout du pays qui fasse un truc, enfin, je le connais pas, j'ai pas de responsabilité à ce niveau-là, quoi. Moi, ma responsabilité, c'est d'être correct sur ma chaîne et de ne jamais appeler à la violence, quoi. Et donc, ils essayaient de me taquiner là-dessus, genre, vous êtes sûr, vraiment, parce qu'il y a vraiment des cas où machin, bon. Et donc, on me questionne, je réponds machin, on conclut. Voilà, mon avocat, lui, il fait son taf. Et d'ailleurs, je passe un grand salam à maître Bouzarla, Karim Bouzarla, qu'Allah le préserve. C'est un frère, Amin. d'ailleurs, au passage. Ok. Et donc, ça se termine comme ça. Et là, je regarde mon avocat et on se dit, ouais, ça a été tendu un petit peu. Il m'a dit, ouais, c'est vrai que ça a été tendu, mais bon, en gros, on n'aurait pas pu mieux faire, quoi. On a donné tout ce qu'il fallait donner, on a répondu à tout ce qu'il fallait répondre. Et 1 mois et demi après, mon avocat, il m'appelle et il me dit, très bonne nouvelle, tu as une confirmation de relax. C'est-à-dire que tu as été relaxé une fois et ils ont confirmé que tu étais innocent. Et là, sur le document, je l'ai même publié là, à la fin du document que j'ai reçu du tribunal, où le tribunal me dit, on a regardé vos vidéos, on n'a pas de trouvé des éléments dans les vidéos, même que la DGSI a souligné avec des reproches. On a regardé les mêmes vidéos que la DGSI, on n'a pas trouvé une trace d'appel au terrorisme, d'apologie du terrorisme. Donc ils ont regardé mes vidéos, hein, des magistrats ont regardé mes vidéos, et ils concluent, et ça je l'ai publié sur YouTube et même sur d'autres plateformes, le tribunal confirme la relaxe de monsieur Faïdi, machin. Moi j'étais soulagé, parce que je me dis, voilà, enfin c'est bon, c'est fini. Ils ont perdu une fois, ils ont perdu 2 fois, ils vont me lâcher la grappe. Et effectivement, dès que la confirmation de la relaxe a eu lieu, quelques semaines après, le gel des comptes a été stoppé, et depuis, ils m'ont totalement lâché la grappe, et la vie a repris comme avant, quoi. Alors, j'ai une question, moi, à te poser, Mehdi. Comment tu peux savoir Dis-moi. qu'ils ont complètement lâché l'affaire? Est-ce que tu en es Je dis sûr? ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, je l'avais même dit quand je l'avais tweeté et je l'avais écrit sur YouTube. J'ai dit que je suis pas à l'abri quand même qu'une énième injustice comme ça ressurvienne, tu vois. On n'est pas, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de ça. Ça, je l'ai dit. Mais ce qui me fait croire qu'ils ont lâché l'affaire, c'est que pour eux, ça a quand même été 2 humiliations. Des humiliations. J'ai humilié 3 ministères, un service qui est quand même considéré comme très compétent, la DGSI, quand même, c'est pas rien. Je me dis, bon, après 2 raclées sur le ring, alors que moi, j'ai vu personne ni de la DGSI, ni du ministère de l'Intérieur, ou qui que ce soit, hein. Moi, je suis allé me présenter au tribunal, et après, tu avais des gens qui représentaient l'État, le ministère public, machin. Mais moi, je suis allé me confronter à ce qu'on me reprochait, mais pas ceux qui me reprochaient des choses. Donc, quand tu mets en PLS à 2 reprises des instances comme ça, tu te dis, bon, les mecs, il faut vraiment qu'ils soient sacrément stupides pour qu'ils remettent une couche et qu'ils reviennent m'accuser de quoi que ce soit, quoi. Et même, je vais même te dire, ça va peut-être paraître pas du tout modeste, mais en fait, je suis beaucoup trop intelligent pour tomber dans le piège du gouvernement, dans ce genre de piège de débile, à savoir, tu sais, le gouvernement rêverait de voir en moi et en toi des musulmans excités, irrationnels, violents, Le qui crient dérapage qui fait que. voilà, qui crient des Allahu Akbar en menaçant. Ils rêveraient de ça. Je leur ai pas laissé une miette. Genre, jamais de la vie, on leur laissera une miette de ce genre de trucs comme ça. Et donc, moi, je pense que vraiment, après la déculottée qu'ils se sont mangés, je doute qu'ils reviennent à la charge, du moins sur ce type d'accusation, quoi. Tu vois. Mais tu as raison, hein, je suis pas à l'abri non plus. On n'est pas à l'abri. Après, j'ai pas dit ça en mode de provocation, mais c'est dans le sens où, concrètement, même si, bon, il y a eu 2 défaites effectivement de leur côté, en vrai, voilà, ils agissent dans l'ombre, ils créent des fitaines un petit peu partout, dans tous les sens, même dans notre communauté. Voilà, nous ne sommes pas à l'abri. Exactement, oui, on n'est pas, dans l'absolu, on n'est pas à l'abri du tout, bien sûr. Mais de toute façon, je pense que tu es à jour au niveau des informations. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ce qui s'est passé, par exemple, au niveau des maisons d'édition? Il y a eu Madrasa Animé, il y a eu Ribat Édition, Sarrazin. Sarrazin, ouais. Qui s'ajoute à une liste déjà longue. Bah ouais, comme tu le sais, tu en parles même plus que moi et bien mieux que moi en ce moment. Ça, c'est une procédure qui est... En fait, la procédure, elle est très vieille. Contrairement à ce qu'on pense, c'est quelque chose qui est vraiment pas nouveau.
quand on veut neutraliser une communauté, on ne se limite pas simplement à essayer de la neutraliser physiquement, ce qui est le travail le plus dur, tu vois. Là, on parle vraiment de périodes de l'histoire où des minorités ont été massacrées parce qu'ils étaient une minorité dans un endroit. Mais on va s'attaquer surtout déjà aux têtes pensantes du groupe. Tu vois, on va, pour faire peur à la masse, on prend toujours, tu sais, les têtes les plus influentes, on les humilie, on essaie de les dégager, tu sais, les Tariq Ramadan, certains imams, etc. On essaie de les humilier, de les faire taire, pour dire à la masse, attention, regardez ce qu'on fait à vos chefs. Quand je dis chefs, entre guillemets, bien sûr. Ensuite, on va s'attaquer au fondement de ce qui fait cette communauté. Donc, leur foi, leur idéologie, etc. Donc, ça passe forcément par la lecture, par les livres. Donc, le fait de dissoudre des maisons d'édition, c'est une manière de dire on ne s'attaque pas simplement à vos personnes, on va s'attaquer à votre savoir, on va s'attaquer à vos connaissances, à ce qui vous constitue intellectuellement. Après, ça va être les lieux de culte qu'on va fermer en masse ou dissoudre des associations. Là, on va s'en prendre à la structure même de l'organisation d'une société. Et donc, ça va d'étape en étape en étape. Et au final, on essaye de dire à cette communauté, soit vous êtes comme nous, vous faites exactement comme nous et vous vous pliez Vous à pratiquez nos un règles. islam républicain, c'est ce qu'ils veulent. Exactement, un islam sous tutelle, c'est-à-dire un islam sans islam. Soit ça va être de plus en plus difficile pour vous et on a les moyens Pour le faire. légaux, parce qu'ils modifient la loi, et tu vois, d'amendement en amendement, ils créent un arsenal juridique pour pouvoir l'utiliser contre les musulmans. Et donc, ils disent aux musulmans, bah, si vous voulez nous tenir tête, eh ben, on va créer des lois pour vous faire plier d'une certaine manière. Donc, en fait, moi, je suis un passionné d'histoire. Hein. Quand tu étudies l'histoire, en France, toutes les minorités sont passées par là. Quand les Cathares, c'était un groupe un peu hétéroclite de chrétiens au sud de la France qui n'étaient pas du tout d'accord avec l'Église catholique et qui s'en détachaient, bah, ils ont été persécutés, ils ont été génocidés. Quand les Juifs, dans toute l'histoire de France, ont Ils ont voulu se subi. constituer... Dans l'histoire de France, les Juifs ont beaucoup subi. Eh oui, la France, je crois qu'elle a fait à peu près 10 pogroms de Juifs, 10 sur plus de 1000 ans, où elle les a expulsés, elle a détruit leurs écrits, donc des exemplaires de la Torah et du Talmud. Ils ont été expulsés de ville en ville, etc. À 10 reprises, c'est quand même archi violent. Les protestants, pareil, hein, avec la mouvance protestante de Martin Luther. Quand les huguenots français, les protestants français, étaient en conflit avec les catholiques leur ont fait la misère. Hein. Ils les dégageaient des villes. Ils les ont forcés aussi à l'exil, à faire leur hijra à eux, d'une certaine manière. Donc, ils sont allés en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre. Donc, voilà, l'histoire, en fait, la France, elle a une très, très longue histoire d'une gestion catastrophique de ces minorités. Et elle a toujours utilisé la même méthode, c'est s'en prendre aux chefs, s'en prendre aux structures, s'en prendre aux livres. Et j'ai envie de te dire, la communauté musulmane, ouais... c'est la dernière qui subit ça, quoi. Voilà, on est les derniers en date à subir ça. Donc je m'inquiète pas plus que ça. Pour moi, c'est du déjà vu, tu vois. Ouais, après, oui, vu. Après, je m'en inquiète évidemment parce que c'est les frères qui gèrent ces maisons d'édition, on les connaît. Moi, j'ai bossé en collaboration avec eux pour la chaîne Mavox. Donc ça me peine de voir qu'ils ont eu des problèmes à ce niveau-là. Mais comme je l'avais dit sur ton live, je crois que c'était hier en plus sur le chat, j'avais dit que c'était très très bon signe. C'est-à-dire que la preuve que notre communauté, elle résiste et qu'elle est vivante, c'est bien qu'on l'attaque partout, sur tous les flancs, sur tous les côtés, et ça prouve que notre communauté, elle résiste, quoi. Moi, le moment où je m'inquiéterais vraiment, c'est quand l'islamophobie s'arrêterait du jour au lendemain et que les musulmans deviendraient des Français comme les autres, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on serait au même niveau que les koufars qui sont devenus des serpillères manipulées, qui sont simplement des vaches à lait, tu sais, des gens qui ont été élevés juste pour travailler, ramasser un peu de capital, le dépenser et se faire enterrer ou incinérer quelques années après. Nous, les musulmans, on se détache un peu de nos autres concitoyens parce que nous, on estime que notre vie, notre objectif de vie, elle ne se limite pas simplement à cette dunya. L'objectif, il est beaucoup plus noble et beaucoup plus haut. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que je me plaindrais, tu vois, je commencerai à me questionner. C'est le moment où on considéra que l'islam ne dérange plus dans un pays où le koufr, la corruption, la pornographie, etc. sont devenus les normes dans le pays, tu vois. C'est ce qui est bon signe, pour pas être trop long là-dessus, c'est que l'islam, on nous critique, en fait, frontalement, parce qu'on est trop pudique, voile, abaya, machin, parce qu'on est trop viril, on n'accepte pas l'idée que
l'homme et la femme soient totalement égaux. Il y a des rapports de force, des rapports de domination, il y a une législation qui nous convient, islamiquement parlant, et qui fait une différence entre les deux. On a des valeurs. En fait, la dunya, par exemple, on te dit que cette dunya, elle vaut pas grand-chose et que la vie future est plus importante. On estime toujours que Allah est au-dessus de la République, ce qui est un fait, en fait, pour nous. Allah reste au-dessus de la République. Donc, toutes ces choses-là, on y est quand même accroché, même si la communauté musulmane n'est pas parfaite et elle a ses déviances, on y est quand même accroché et c'est sur ça qu'on nous attaque. Et donc, je me dis que tant qu'on nous attaquera pour ça, ça veut dire que tout va bien. C'est que c'est bon signe. Perdu. Voilà, on n'a pas encore perdu. Mais le moment où on va te dire « Ah, mais en fait, tout va bien, les musulmans, venez comme vous êtes, machin, intégrez-vous dans ce monde. » Là, c'est là où je me dis « Ouais, c'est trop facile, c'est trop bizarre. » Et ça n'a jamais été comme ça que les choses se déroulent, quoi. Donc, c'est bon signe pour moi. C'est triste, on vit une époque terrible, mais paradoxalement… Oui, parce que c'est ça. Il y a quand même ce paradoxe qui fait que, effectivement, s'ils s'acharnent autant, c'est comme pour la Palestine, on dit souvent que la Palestine, c'est le curseur. Et si, en fait, ils s'acharnent autant, en fait, à criminaliser nos prises de position pour le peuple palestinien, c'est bien que nous mettons le doigt sur quelque chose. Effectivement, c'est exactement pareil par rapport à notre islamité. Et pourtant, on se doit quand même de créer les causes face à ce qui nous arrive, parce que je pense que ça y est, nous arrivons en fait dans un entonnoir, et là ça commence en fait à se resserrer de plus en plus en termes de loi islamophobe, etc. Parce que là, on va dire ce qui est, là ils sont en roue libre totale, c'est décomplexé puissance 1000. Exactement. Et tu sais, la petite réflexion qui va avec ça, c'est que même les non-musulmans se rendent compte que cet acharnement contre la pratique de l'islam devient de plus en plus ridicule. Tu vois, là, on le voit de plus en plus, avec l'affaire Betaram qui a été exposée, avec les 211 milliards, là, il y a eu une commission d'enquête pour essayer de savoir où sont allés les 211 milliards d'aides aux entreprises qui se sont volatilisées. En fait, on ne sait même pas à qui ça a été donné, par qui ça a été donné. Donc, le gouvernement est en train de vider les caisses, de braquer 68 millions de Français. Les gens ont de plus en plus de mal à se soigner, à remplir leur frigo. Les pauvres personnes âgées, ils ont quasiment pas de retraite, voire pas du tout de retraite pour certains. Plus le temps passe, et plus tu vois que quand ils essayent d'instrumentaliser l'islam pour orienter la colère, tu sais, la colère légitime de la population contre les musulmans, eh bien, la population française, une bonne partie de la population française se dit « Ouais, mais en fait, la douille, on la voit, on la comprend. Avant, on ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de manipulation. Maintenant, on le voit, et on sait que l'islam, aujourd'hui, c'est une espèce d'éventail qui fait peur. Où le gouvernement dit « Écoutez, les vrais méchants, c'est eux, c'est pas nous. Hein, c'est pas nous. » Et justement, pendant qu'ils essaient de faire une propagande pour nous accuser de tous les maux du pays, bah, eux, ils sont en train de piller les caisses du pays et de s'en mettre plein les poches, si tu veux. Donc, il y a des gens, même en France, même des non-musulmans, qui se rendent compte que l'islamophobie, c'est un instrument qui sert à détourner la colère de la population. Oui, l'opinion publique, détourner le regard, etc. Pourtant, tu regardes tous les ministres qui sont condamnés, pas juste soupçonnés. Donc, c'est quand même fou et qui peuvent rester en poste. Mais oui, c'est complètement dingue. Mais du coup, pour revenir sur une Madvox, Mehdi, là, tout de suite, c'est quoi la suite? La suite, c'est que moi, je reprends les lives en septembre, Inch'Allah, début septembre. La suite, honnêtement, il n'y a pas vraiment de… J'ai pas de nouveaux projets, de quelque chose de… Je vais juste reprendre les lives. Les sujets, ça sera relativement les mêmes. Parce que ouais, avec le même format. Ouais, toujours avec le même format. J'ai pas quelque chose de nouveau en préparation. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est même de plus en plus compliqué de faire de nouveaux formats ou de renouveler la chose, tu vois. Aujourd'hui, le fait de commenter, le fait de décortiquer la vie politique, de décortiquer l'islamophobie du pays, déjà, ça prend beaucoup de temps. Donc, faire autre chose, ça me vient pas à l'esprit. Après, peut-être que je ferai aussi, parce que ça, je voulais le faire depuis très longtemps, mais des conseils de lecture. Je ferai en sorte peut-être de réinviter des personnalités que j'avais déjà invitées, peut-être, ce genre de choses. Okay. Mais en tout cas, non, pas de choses nouvelles, quoi. D'accord, donc oui. Donc tu veux reprendre, tu vas continuer le travail que tu faisais en fait avant la coupure à cause du gel des comptes, etc. Mais d'ailleurs, une question comme ça, tu vivais de YouTube, tu vivais de ta création de contenu. Ouais. Donc du coup, je voulais juste que tu nous parles un petit peu de la violence que ça peut engendrer
un gel des comptes. Parce que c'est vrai, on ne s'en rend pas forcément compte. On voit que le côté financier. Mais du coup, ça a un impact sur toute ta vie. Ça a un impact financier, ça a un impact social, ça a un impact psychologique. Tu vois? Et si tu peux développer un petit peu cette partie-là, parce que c'est vrai, on a trop tendance à croire, gel des comptes, ok, il n'y a pas d'argent, mais on ne se rend pas compte, on se dit peut-être que c'est un deuxième compte, peut-être qu'il a un autre travail à côté. Bah, moi, alhamdoulilah, j'ai été préservé, tu vois. C'est-à-dire que quand bien même j'avais un gel des comptes, moi, je ne suis pas le genre de personne qui vit au-dessus de mes moyens. J'ai pas de dette. J'avais quand même un petit pécule aussi de côté. Tu sais, quand un gel des comptes est effectif sur toi, la loi quand même précise que tu as quand même le droit chaque mois de retirer une petite somme d'argent pour pouvoir au moins vivre, tu vois. Donc ça, c'est important. C'est un gel de compte, c'est jamais total en fait. Ok, C'est un gel de compte global, mais tu peux faire la demande pour que chaque mois, tu puisses quand même retirer assez d'argent pour te permettre de vivre. Par ok. contre, la quantité, ça c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances qui le décide. Je décide. Mais généralement, c'est une somme qui est en lien avec tes dépenses, quoi. Donc Ok. moi, alhamdoulilah, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'épouse. Et je dis alhamdoulilah, c'est parce qu'il y a d'autres frères qui, eux, sont mariés et eux ont vraiment connu la difficulté avec ça. Parce que quand tu es tout seul et que tu subis un gel des comptes, ça va. Quand tu as Mais quand une il y a une famille à famille. charge, ça devient infernal. Et c'est même, il y a un côté un peu humiliant aussi, tu vois. Le fait que tu ne puisses pas subvenir aux besoins de ta famille et parce qu'on te reproche des choses à toi et pas aux tiens. Donc moi, alhamdoulilah, j'ai relativement été préservé de ça, tu vois. J'avais un peu d'argent de côté, j'avais le minimum pour vivre. Ça allait, Alhamdoulilah. quoi. Franchement, ça allait. Ok. Par contre, il y a des frères comme Michael Froment, par exemple, que tu connais, Mhm. le frère Idrissi Hamedi, des frères qui gèrent des maisons d'édition, etc. Ou la sœur Méthodia, avec qui je parlais il y a encore quelques temps. Ouais. Eux, ils ont subi des gels de comptes et toute leur vie a basculé, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient des choses à payer qu'ils ne pouvaient plus, les factures, ils ne pouvaient plus, certains crédits qu'ils ne pouvaient plus rembourser. Il y avait des finances pour les enfants, etc., qui n'étaient plus dispo. C'était infernal. Il y a même des frères, Msaken, ils étaient obligés de demander de l'aide, c'est-à-dire des gens qui demandaient que des frères qui les connaissaient viennent leur prêter de l'argent physiquement, quoi, qui rencontrent des frères pour leur prêter de l'argent, Subhanallah. évidemment avec la promesse de les rembourser une fois que le gel de compte sera levé. Donc moi, alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre parce que voilà, je gère ma vie d'une telle manière que si demain je dois me barrer, j'aurai pas grand-chose à apporter avec moi, si tu veux. Par contre, s'il y a des frères qui vraiment ont une famille, ont des projets, ont des choses qui étaient importantes, qui étaient en train de se lancer, et là, bam, d'un seul coup, leurs comptes sont gelés, et là, c'est toute leur vie qui est mise sur pause, en fait. Et c'est atroce. Et c'est là où tu vois que c'est extrêmement compliqué. Ça te fait comprendre qu'aujourd'hui, il y a vraiment un système qui nous a rendus dépendants de cet argent, tu sais, virtuel dans nos comptes, que le gouvernement peut faire d'un Ouais. claquement de doigts pour faire geler. Et Une toi, après, signature. Bah, d'ailleurs, je vais rebondir sur quelque chose, Mehdi. Là, comme ça, on discute de ça, mais est-ce qu'il y a réellement une solution économique pour se protéger de ces saisies bancaires? non, des solutions, non. Moi, j'en ai parlé avec des frères, qu'avec des frères d'ailleurs qui avaient subi aussi de gel de compte. Ouais. On n'arrêtait pas de se dire, tiens, si on ouvrait un compte à l'étranger, si on ouvrait machin, si on ouvrait Ou truc. le Bitcoin, par exemple? Même, tu sais, aujourd'hui, tu peux pas concrètement transformer tes bitcoins. Je crois qu'il y a quelques banques aujourd'hui françaises qui ont accepté aujourd'hui de transformer des bitcoins en argent physique. Mais aujourd'hui, ça reste quand même les transferts de bitcoin ou le fait de payer en bitcoin, c'est souvent des transferts qui sont sur Internet, pas dans ta vie de tous les jours. Juste Internet, tu vois, le simple fait d'avoir tes comptes gelés, du jour au lendemain, tu peux ne plus payer ta facture Internet, ta facture de téléphone, et donc même Internet, tu peux ne plus l'avoir. Donc tes bitcoins, ton portefeuille de bitcoin, il est joli quand il est sur une clé USB, mais comment tu prends ta clé USB et que tu vas retirer de l'argent avec, ça devient compliqué. Donc des alternatives, honnêtement, il n'y en a pas vraiment en France. Et je pense même que ça sert justement à ça, le gel des comptes. Ça sert justement à tellement Parce te qu'ils savent pourrir qu'il la n'y a vie. pas. Eh oui, il y a tellement pas d'alternatives que les mecs se disent, tiens, on va geler leur compte. Comme ça, on va vraiment les empêcher de bouger, de se déplacer. Donc, il n'y a pas vraiment d'alternative, en fait. Si ce n'est les recours légaux, c'est-à-dire quand tu subis un gel de compte, c'est une décision administrative.
Tu peux essayer de la faire annuler avec un juge administratif, mais pour qu'il se penche sur ton dossier, faut... Enfin, je veux dire, même après 1 an et demi de gel de mes comptes, moi-même, le juge à qui j'ai demandé, les juges à qui j'ai demandé à plusieurs reprises de lever ce gel de compte, ils n'ont même pas encore étudié mon dossier. Ils avaient piscine. Ouais, c'est ça, ils avaient piscine. Mais moi, je pense aussi qu'il y avait beaucoup de... C'est des procédures qui sont tellement nombreuses que je pense que je ne suis même pas partie des gens prioritaires dans ce genre de truc. Tu vois. Donc, il n'y a pas d'alternative en vrai. C'est tout le principe d'un gel de compte. C'est fou, hein. C'est pénalisant. Ouais. C'est fou de se dire il n'y a pas d'alternative. C'est voulu parce que derrière, il y a quand même ce... On va vous faire mal. Dans tous les cas, on va vous faire mal, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais vraiment axer sur le mot violence et parler en fait, de toutes ces formes de violence parce que tu parlais de famille. Mais quand tu as une femme, effectivement, quand tu es une femme et quand tu as des enfants à charge, mais subhanallah, ça impacte toute ta famille involontairement, indirectement. Toi, tu n'as strictement rien demandé à part. Alors, si je prends les cas des maisons d'édition, franchement, je ne sais pas encore sur quoi elles se basent, mais c'est complètement ouf. Parce que même Madrasa Animé... Les maisons d'édition, Joe, pour les maisons d'édition, c'est simple. En fait, ils prennent la liste de tous les livres de cette maison d'édition. Et quand ils trouvent une phrase dans un livre du style le djihad et la voix de machin, bah, ils te disent, bah voilà, ça suffit pour condamner toute la maison d'édition. Pas juste le livre qui doit être retiré, hein, parce que généralement, c'est ça la procédure. Quand il y a un livre problématique, on demande de le retirer, et puis basta. Là, on te dit, non, on a trouvé une phrase dans un livre que vous proposez, et ça nous suffit pour dire que c'est de l'apologie de quelque chose, machin. Moi, non, mais je crois que les éditions Riba... non, avant les éditions Riba, c'était laquelle? C'était les Nawa. Non, c'était Nawa, les éditions Nawa, ouais. Je crois que les éditions de Nawa, l'un des livres qui avait été sélectionné pour dire, regardez, c'est l'apologie du terrorisme, du djihad, machin, c'était une biographie de Khalid ibn al-Walid, rahimahullah. Khalid ibn al-Walid, donc un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui était connu pour être un grand stratège militaire, etc. Bref, c'est un livre d'histoire, en fait. Et ils ont pris l'exemple de Khalid ibn al-Walid, et voilà, des citations de Khalid ibn al-Walid, le djihad, machin, fils sabilillah, bah, ils ont pris cette phrase, hop, la maison d'édition. Je rigole, mais c'est complètement fou, c'est complètement lunaire, on marche sur la tête, et c'est fou, c'est fou. Parce que moi, j'ai vu aussi qu'il y avait le Riyad as-Salihin, aussi. De l'imam Apparemment, Nawawi, ils veulent s'attaquer aussi au Sahih de Bukhari, je crois. C'est bientôt, c'est quoi? C'est interdiction d'avoir le Coran en arabe. Ouais, bah ouais, ils vont toucher au Coran. C'est fou, hein, c'est fou. Et c'est pour ça que nous arrivons quand même, et sur quoi on est en train de parler, et surtout du gel des avoirs, du gel des comptes, etc. Il faut vraiment, pour ceux qui nous regardent, il faut vraiment prendre conscience de la violence de ce que beaucoup subissent et on ne peut plus se taire. Aujourd'hui, on ne peut plus se taire. En tout cas, ce que tu as vécu, Mehdi, bah, c'est pas rien. Bon, ils ont subi 2 petites défaites. Il y a eu un an et demi de gel de compte. C'est ça. Et franchement, je me mets à la place, je me dis, mais ils doivent être dégoûtés, quoi. C'est autant d'efforts. Et puis, tu sais, moi, j'ai fait le bilan au final. Je me suis dit, quand même, on a fait déplacer des policiers, on a fait déplacer des magistrats, on a fait déplacer des gens. Enfin, c'est toute une logistique de ouf pour organiser ce type de procès, pour au final rien du tout. Et le résultat même final, c'est que la plupart des gens qui ont été accusés d'apologie du terrorisme à cause de ça, en fait, de la circulaire de Dupond-Moretti, ont été relaxés. Donc ça a servi à rien en plus. C'est nul. Même quand ils veulent fermer des librairies islamiques, bah, quand on entend qu'une librairie islamique ferme, le réflexe qu'ont les musulmans, c'est de se dire, tiens, ils veulent fermer cette librairie, eh bien on va quand même s'intéresser aux livres qu'ils vendaient, et on va acheter des livres et on va se cultiver. En fait, toutes les mesures qui sont faites, les mesures islamophobes qui sont faites, ont toujours créé une réaction inverse, une réaction contraire. Je te donne un exemple que moi je donne souvent. C'était l'exemple, tu sais, de la loi contre les signes religieux jugés ostentatoires à l'école, la loi 2004. Bah, aujourd'hui, tu as des femmes comme Elisabeth Lévy qui disait il y a quelques années, on ne voyait pas de voile dans la rue. Depuis qu'on a essayé de l'interdire, il y a eu une multiplication des jeunes filles qui portent le voile. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces bras cassés essayent d'élaborer une espèce de stratégie pour essayer d'éloigner les gens de l'islam,
Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que les gens s'intéressent encore plus à l'islam, voire même fassent en sorte que des gens qui n'étaient pas musulmans s'y convertissent parce qu'ils voient comment les Ça, musulmans c'est ce que vivent, j'allais dire, les effectivement. persécutions qu'ils vivent, etc. Donc tout se retourne contre eux à chaque fois. On a vraiment la politique la plus débile du monde, quoi. La République française, c'est Cassosland, incroyable. J'avoue, c'est exactement ce que j'allais dire. Quand il y a des pics, quand il y a des pics vraiment en fait d'islamophobie, et ben bah du coup, ça va pousser certaines personnes en fait à comprendre. Ok, ils s'acharnent autant, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière. Je vais me renseigner sur l'islam et finalement certains vont se reconvertir. Exactement. Mais ils font la promotion de l'islam indirectement. Ouais, c'est ça. Merci. Barakallahu fikoum. C'est vrai, non, mais c'est complètement ouf. Hein. Ouais. Ouais. En tout cas, Mehdi, nous, on est contents et on est pressé que tu reprennes donc la chaîne, que tu remontes sur ta monture et tu C'est nous gentil. amènes en balade. Donc, ça serait quand? C'est Ça gentil. serait, t'as une date déjà ou c'est 1er quoi? septembre, enfin, du moins la première semaine de septembre. Je sais pas exactement quand, mais même si je peux le faire le 1er septembre, je commencerai le 1er septembre. Tu reprends quoi, mardi et samedi? Ouais, comme avant, ouais, le même Ouais, rythme. ok. Mhm. Donc, pour rappel, mardi, samedi, 21h? 21h30. 21h30. Ok. Ouais. Ok. Bon, bah, nickel. En tout cas, c'est noté. Et on remettra en description de la vidéo, on mettra donc la chaîne, hein, la chaîne du Madvox. Dans tous les cas, la chaîne de Mehdi va être identifiable. Donc, vous pourrez directement, en fait, cliquer dessus et vous abonner, Inch'Allah. Parce il faut s'aider, il faut soutenir, il faut s'abonner. C'est le minimum en termes d'engagement que l'on pourrait faire. En tout cas, franchement, barakallahu fik Mehdi d'avoir accepté mon invitation. Ce fut un plaisir. Et j'espère vraiment te recevoir encore, parce que là, c'était la première fois, mais ça ne veut pas dire que cette fois est forcément en fait la dernière. On aura l'occasion d'échanger ensemble, Inch'Allah. Par contre, je ne vais pas te laisser comme ça partir. Je termine chaque émission avec une petite phrase. Donc, le concept de l'émission, c'est on va pas se mentir. Donc, ça, c'est le début de la phrase et toi, tu vas la compléter. Donc, on va pas se mentir. Et je te laisse compléter. Ouais, on va pas se mentir. Bougez-vous, bougez-vous. On arrive à une époque où ça devient compliqué, donc voilà, on va pas se mentir, bougez-vous. Voilà. Là, c'est un message que Nickel. Bah écoutez, en tout cas, merci Barakallahu Fik pour ta sincérité, merci pour ta confiance, vraiment. Ouais. Donc on va pas se mentir, ce genre de parole, on l'entend pas souvent. Et c'est exactement pour ça que cette émission existe. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le lien Tipeee dans la description. Vous pouvez soutenir ne serait-ce que à partir de 1 € par mois. Et abonnez-vous, cliquez, likez, regardez, partagez. Et je vous dis, salam alaikum.